Alors nous accueillons cet après-midi Charles-Édouard Notre-Dame, qui est pédopsychiatre des enfants et des ados au CHU de Lille. Merci pour votre présence. Alors, quel est l'état de la santé mentale? Quels sont les déterminants de la santé mentale sur lesquels on doit s'appuyer pour agir tous, puisque c'est l'objet de la journée? Je vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour aborder ce sujet complexe. Le programme est ambitieux, une demi-heure pour parler de la santé mentale. On est parti. Alors, je n'ai pas fait de PowerPoint volontairement, histoire de réduire le temps d'écran et de garder toute votre attention. Voilà, vous pourrez me remercier par la suite. Pour venir aux choses sérieuses, déjà, avant la crise sanitaire de la Covid-19, la santé mentale, c'était probablement le plus grand problème de santé publique auquel les enfants et les adolescents avaient à faire face. En France, c'est à peu près 13% des 6-11 ans qui présentent probablement au moins un trouble psychiatrique. Ce qu'on sait, c'est que 50% des troubles psychiatriques de l'adulte débutent avant l'âge de 14 ans. 75% des troubles psychiatriques de l'adulte débutent avant l'âge de 25 ans. Et ce qu'on sait aussi, c'est que si on n'a pas une intervention suffisamment précoce sur ces troubles, c'est l'entièreté de l'avenir des jeunes qu'ils touchent qui est hypothéquée. Il y a un effet développemental qui est marqué. Donc déjà, avant la Covid-19, il y avait urgence. Sauf que depuis la crise sanitaire, la santé mentale des adolescents connaît une détérioration inédite. Entre mars 2020 et juillet 2021, près d'un enfant sur 6 a eu besoin de soins pour un motif psychologique. Le nombre d'hospitalisations en milieu psychiatrique pour tentative de suicide chez les jeunes filles entre 10 et 14 ans a bondi de 246%. Après la Covid-19, le nombre d'enfants et d'adolescents qui se sont vus prescrire un psychotrope a été multiplié par 1,2 à 6. L'urgence de la santé mentale des jeunes est sans précédent. Chaque jour, elle s'intensifie. Elle nous convoque comme jamais dans un impératif de l'action. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter, parce que c'est évidemment la première question qui nous vient en tête, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait cette détérioration de la santé mentale? Personne ne saurait épuiser l'explication causale des troubles de santé mentale, a fortiori quand ils connaissent une évolution qui est inédite. Alors nous, psychiatres, on a l'habitude d'utiliser un cadre explicatif un peu tiède, un peu moyen, qui est le biopsychosocial. Il y a des causes biologiques, des causes psychologiques, des causes sociales. Ce que je pense néanmoins, c'est que la situation que les jeunes traversent aujourd'hui force une lecture avant tout sous le primat du social. Pourquoi ? Parce que c'est à cette condition qu'on fera émerger les pistes d'action suffisamment amples, suffisamment structurelles pour être à la hauteur du défi. C'est aussi à cette condition que l'on rendra compte, 1. De la congruence de la dégradation de la santé mentale au rythme, au soubresaut, aux transformations de la société, de l'effet de genre qui caractérise l'épidémiologie des troubles de santé mentale, la dégradation, l'augmentation des tentatives de suicide aujourd'hui concerne quasiment exclusivement les jeunes filles. Et c'est aussi à cette condition qu'on mettra en visibilité le fait que la vulnérabilité des populations concerne surtout les plus précaires et les plus à distance des soins. Alors il y a quand même quelques pistes qui ont été évoquées pour rendre compte de la dégradation de la santé mentale. Le choc de l'épidémie de Covid-19, qui clairement a désorganisé la société et a laissé des traces structurelles dont on peine encore à percevoir l'ampleur. Sauf que la détérioration de la santé mentale date environ de 2017. Deuxièmement, l'effet des réseaux sociaux. On peut parler des réseaux sociaux. Sauf que l'approche des réseaux sociaux est souvent artificielle, détachée de leur contexte d'usage et de production. Et quand on dit les réseaux sociaux, c'est dangereux, on évacue la dimension de condensation sociale qui caractérise leur contenu, les imaginaires et les logiques politiques qui les traversent, mais aussi les effets positifs dont ils peuvent être porteurs.
Troisièmement, les violences. Bien sûr, les violences que subissent notamment les jeunes filles. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant. On voit une dégradation chez les jeunes filles, alors même que les paroles sur la violence se libèrent de plus en plus. Et il y a de quoi s'interroger. Et enfin, les maux de notre société. On entend beaucoup ça. Adolescence désespérée dans une société désespérante. Proximité de la guerre, développement des forces réactionnaires, dérèglement du climat. Sauf que les dérèglements du monde, à l'exception notable de l'écologie, ne sont pas récents. Et il y a aussi probablement quelque chose à voir de l'ordre du côté de l'information qui est donnée à notre jeunesse. Donc on le perçoit, les hypothèses explicatives montrent toute leur insuffisance devant l'irréductible complexité du phénomène. Les impasses de compréhension des mots de la jeunesse ne tiennent pas tant aux pistes soulevées, mais plutôt aux discours simplifiants auxquels ils servent très souvent de prétexte. Et ça, c'est une habitude discursive qui n'est pas du tout récente. J'ai retrouvé un article très drôle de Slate.fr qui était publié en 2018 et qui était intitulé « Vous n'aimez pas les jeunes, c'est normal, ça fait 2500 ans qu'on les critique ». Et de fait, ils ont recensé 2500 ans de critiques acerbes sur la jeunesse. Je ne résiste pas à vous citer celle-ci. « Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. » On entend quelques échos. Ça vient de Socrate. S'agissant de la jeunesse, il y a donc comme un bégaiement de l'histoire. Des discours stéréotypés qui dépassent celles et ceux sur qui ils portent et en fait en disent beaucoup plus sur celles et ceux qui les tiennent. Selon moi, ces discours dénotent en réalité une forme de tentation de métaphorisation de l'adolescence. Une métaphorisation qui est reprise au gré des faits divers, des changements épidémiologiques, des mouvements sociaux de la jeunesse. Première métaphore, l'adolescence allégorie. L'adolescence serait nécessairement l'expression même du mal-être ontologique, métaphysique. C'est une vision très rimbaldienne, très romantique du vague à l'âme adolescent, qui serait consubstantielle du développement, une forme de mélancolie inévitable à l'adolescence. La plupart des adolescents, on l'a vu ce matin, la plupart des adolescents vont bien et se disent heureux et intéressés par la vie. Deuxièmement, l'adolescence symptôme. Les adolescents sont des aspirants, des explorateurs, parfois des procureurs de notre société. Et ce faisant, ils en deviennent des thermomètres. On pourrait dire qu'ils sont à fleur de société. Ils nous en donnent le pouls. Ils expriment à travers leurs êtres et leurs agirs tantôt ces mots, tantôt ces évolutions, tantôt ces dérives. Troisième métaphore, l'adolescent miroir, dans lesquels les adultes se mirent, sans même s'en rendre compte. Si les adultes sont les principaux gardiens de l'état de santé mentale des jeunes, s'ils sont les principaux tuteurs de leur développement, si la sécurité des adolescents dépend avant tout de la capacité des parents, de la famille, de la société tout entière à les sécuriser, alors c'est bien le reflet de nos propres angoisses que nous pouvons regarder dans l'adolescence. Enfin, l'adolescent bouc émissaire, prolongement de l'adolescent miroir. L'adolescent bouc émissaire est celui par lequel on peut exorciser les maux de la société, celui sur lequel il faut agir fort pour donner l'exemple, qui offre une forme d'exutoire et parfois même, malheureusement, permet de faire consensus contre lui. Le problème de toutes ces métaphores, qui sont pour partie réelles, pour partie fausses, c'est que cette figure adolescente confisque les adolescents à eux-mêmes. Nous ne parlons pas d'eux, nous parlons de la figure adolescente. Elle essentialise la jeunesse, ce qui est particulièrement préoccupant vis-à-vis de la détresse, puisque dire que l'adolescence, c'est une période où on va nécessairement mal, c'est recouvrir tous les adolescents qui vont bien d'un discours de désespérance, omniprésent aujourd'hui, et à la fois, c'est courir le risque de banaliser des détresses réelles. Non, il n'est pas normal d'avoir des idées suicidaires à l'adolescence. Non, il n'est pas normal d'être triste, malheureux à l'adolescence. Le risque aussi de ces discours sur l'adolescence métaphore,
C'est une forme de fracture générationnelle qui est de plus en plus marquée et d'ailleurs formalisée, nommée, puisqu'aujourd'hui, on dénomme les générations depuis l'émergence des réseaux sociaux. Les boomers, X, milléniaux, Y, Z, alpha. Et aujourd'hui, les jeunes eux-mêmes, parce qu'il y a un effet de feuilletage dans les fractures générationnelles, s'appellent par le nom, l'année de naissance. Non, mais ça, c'est en 2010, laisse tomber. Ils me font rire, c'est en 2010, non, mais... Alors, comment est-ce qu'on fait face à ça? Pour faire face à ça, on se dit, troubles de santé mentale, ce qu'on n'a pas beaucoup entendu jusque maintenant, psychiatrie. Il faut parler de la psychiatrie. Le problème, c'est que notre organisation des soins, aujourd'hui, en psychiatrie, elle est à bout de souffle. En général, j'entends des choses. Ouais. En France, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est organisée sur le principe du secteur. Le secteur, ce n'est pas qu'une organisation géographique. Initialement, c'est un projet politique, ou on va dire psychopolitique, porteur d'une belle promesse, celle de garantir, notamment à travers les CMP, des soins de proximité, dans la cité, par une même équipe pluriprofessionnelle, en articulation avec des missions d'information et de prévention. Dit comme ça a l'air génial. Le problème, c'est que ce modèle qui a été pensé dans l'après-guerre n'a tenu qu'un temps ses promesses. Et d'ailleurs, les plus acrimonieux pourraient dire qu'il n'a jamais tenu ses promesses. Ça fait 25 ans que les rapports s'enchaînent pour dire que la psychiatrie, et singulièrement la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, est en crise. INSERM 2022, CESE 2010, Moreau et Brison, pardon, 2002, CESE 2010, Moreau et Brison 2016, Amiel 2017, Défenseur des droits 2021, Cour des comptes 2023, Au Conseil à la famille 2023 et 2025, Au Commissariat au plan 2024. Le problème, c'est qu'à force de dire qu'il y a crise, on finit par ne plus y croire. Quand on répète une priorité qui n'avance pas, ça n'est plus une priorité. Les symptômes de cette crise sont multiples et évidents. Des listes d'attente qui s'allongent jusqu'à l'absurde. Quel sens ça a d'attendre 2 ans avant de voir un psychologue ou un psychiatre? Une incapacité qu'on a à graduer les soins. Un repli forcé sur les pathologies les plus sévères, évacuant, ce faisant, l'intervention précoce et donc la prévention. L'exclusion, et c'est probablement notre faute la plus grave, l'exclusion paradoxale des plus vulnérables à travers une forme de pervertissement de la logique de secteur. Les enfants de l'aide sociale à l'enfance, ah oui, mais il n'est pas de notre secteur. Les mineurs non accompagnés, ah bah oui, mais il n'y a pas vraiment de secteur. Et finalement, c'est toujours eux qui en pâtissent. Finalement, et on en a parlé ce matin, il y a une forme de logique de relégation qui se met en place. Alors, les causes de la crise de la psychiatrie, là aussi, je n'ai certainement pas la prétention de vous dire à quoi cette crise est due. Alors, il y a des pistes quand même. Et ce n'est pas trivial de le dire. Le manque de moyens, je le dis. Mais pas seulement, parce que ça, c'est aussi trop facile de dire que c'est un manque de moyens. Déjà, des représentations qui n'évoluent pas aussi vite que la discipline et qui pâtit de préjugés stigmatisants qui sont toujours très forts. On continue à dire « on va t'interner ». Dit-on qu'on va interner quelqu'un en cardiologie? Non. Eh bien, de la même manière, on hospitalise en psychiatrie, on n'interne pas. La psychiatrie n'est pas vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est des choses qu'on entend encore dans les discours médiatiques et politiques. Une forme de conservatisme des psychiatres, je veux bien prendre ma part. Une crise démographique grave, médicale et paramédicale. Une perte d'attractivité qui fait le lien avec tout ce qui précède, et donc qui amorce ce cercle vicieux, et probablement une forme de manque de volonté politique. Alors il est vrai, pour rendre justice, que les moyens de la psychiatrie ont récemment augmenté, et essentiellement au profit de développement de projets, ce qui a permis de dynamiser la discipline. Mais il faut dire que le soin courant en psychiatrie reste le parent pauvre de la médecine. Conséquence, je pense on peut avoir de soins de très grande qualité en psychiatrie en France aujourd'hui. Il y a un accès, au moins virtuel, à des soins de très grande qualité. Mais le soin est à la fois saturé et dérégulé avec des effets de redondance, d'engorgement et d'angle mort.
Le soin, surtout, est illisible, avec un maquis d'offres de services. On observe des ruptures de parcours, et surtout, on observe des effets de silotage entre nous, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, la psychiatrie d'adulte, par exemple. Ah ben non, il est trop vieux, c'est pour toi, non, il est trop jeune, c'est pour toi. Et des effets de silotage avec nos partenaires. C'est aussi un peu pour ça que je suis là. Avec du coup des effets un peu d'opposition amont-aval. L'amont qui accuse l'aval de ne pas être suffisamment disponible, l'aval qui accuse l'amont de l'agonir de demande. Alors même qu'on pourrait, et on pourrait y réfléchir ensemble si vous voulez, dialectiser cette notion d'amont et d'aval. Et puis des incompréhensions, parce que nous ne communiquons pas, nous ne dialoguons pas, et je sais par exemple le désarroi des professionnels, notamment de l'éducation nationale, qui envoient un jeune aux urgences et le voient revenir quasi aussitôt sans aucune information. Oups, je connais par cœur. Alors quand même, il pourrait y avoir des pistes. Déjà, il faut le reconnaître, la santé mentale, en particulier s'agissant des jeunes, a connu des évolutions encourageantes. Il y a des structures qui ont d'abord été spécifiquement développées pour compenser les insuffisances du secteur. L'exemple le plus parlant, c'est les maisons des adolescents, qui offrent aux 11-21, voire 25, un accueil qu'on essaye le plus réactif possible, inconditionnel, décloisonné. En contrepartie, les maisons des ados n'assurent pas de suivi long. Mais comme elles sont affranchies des catégorisations qui font support au silotage sanitaire, social, médico-social, pédagogique, elles œuvrent comme des formes de régulateurs en orientant les ados vers la ressource qui correspond le mieux à leurs besoins, et pas exclusivement. Et puis on a vu fleurir des actions citoyennes et des démarches d'associations qui ont épousé l'essor de la promotion de la santé derrière une bannière commune qui est celle de la santé mentale, thématique de la journée d'aujourd'hui. Il faut dire que la dynamique a eu une certaine efficacité. Une efficacité médiatique, puisque probablement on n'a jamais autant entendu parler de santé mentale aujourd'hui. Une efficacité politique, puisque la santé mentale a été érigée en tant que grande cause nationale. Une efficacité citoyenne, puisqu'on voit s'engager de plus en plus de personnes non professionnelles dans l'aide à autrui. Et une efficacité démocratique, puisqu'on laisse, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, de plus en plus la parole aux personnes concernées. Je voudrais néanmoins apporter une nuance. De quoi parle-t-on exactement ? Le problème, c'est que le concept de santé mentale est devenu une nébuleuse. Elle couvre un très large spectre d'enjeux et d'actions de santé publique, allant du soin de la pathologie psychiatrique grave au mieux-être, voire au bien-être par l'hygiène de vie, par la psychologie positive. Cette ambiguïté-là, qui peut être féconde à certains aspects, expose aussi à des tentations insidieuses, celle de ne traiter la santé mentale que par son angle le plus socialement acceptable, le moins coûteux, le plus facile à mettre en œuvre, au détriment de réformes structurelles par nature plus complexes et onéreuses. Il ne faudrait pas que s'installe un déséquilibre entre soins et promotion de la santé, c'est-à-dire entre le prendre soin d'autrui et l'invitation à prendre soin de soi. Parce que ce déséquilibre-là exposerait au risque d'invisibilisation paradoxale des plus malades, des plus exclus, des plus vulnérables qui par nature ne sont pas en mesure de prendre soin d'eux-mêmes, et par ailleurs un risque de déport des responsabilités sociales de la collectivité sur l'individu. Mon confrère tout à l'heure a parlé d'effets de culpabilisation. Qui plus est, si la mobilisation des citoyens et des professionnels est une bonne nouvelle, elle ne devrait pas être le prétexte d'un glissement commode des tâches et des responsabilités. Devant ce constat, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Alors, la situation aujourd'hui est telle que chaque jour, l'inaction devient de plus en plus incompréhensible. Évidemment, il ne faut pas freiner la dynamique qui s'est mise en place autour de la santé mentale et de la promotion de la santé. Évidemment. Mais il faut, selon moi, l'équilibrer. Notamment en évitant des effets de mise en concurrence politique
inepte entre promotion de la santé mentale et le soin. Il s'agit d'allouer des moyens suffisants. Alors, j'entends tout à fait que la réduction des dépenses publiques est un impératif aujourd'hui. Je rappelle simplement que le coût total des suicides et tentatives de suicide est estimé, en coût direct et indirect, à 24 milliards d'euros chaque année. Si l'augmentation des moyens est nécessaire, elle ne sera toutefois pas suffisante, ne serait-ce que parce qu'on a ces problèmes aussi de ressources humaines. Et il va falloir que nous refondions en profondeur les soins psychiatriques. Il va falloir que nous les graduions, il va falloir que nous les rendions plus lisibles, et il va falloir que nous les décloisonnions. Et dans cette réorganisation, les maisons des ados devraient avoir une place de choix. Probablement en tant que porte d'entrée, alors certainement pas unique et universelle. J'espère aussi en tant qu'influenceur de la culture de l'adolescent et en tant que régulateur. Mais ce qui est sûr, c'est que la psychiatrie n'y arrivera pas seule. Si tout influence la santé mentale, c'est indéniable, la santé mentale n'est pas nécessairement l'angle d'approche le plus pertinent pour toutes les souffrances. Il existe des souffrances éducatives, il existe des souffrances pédagogiques, il existe des souffrances sociales. Le psy pourra y regarder, mais il ne disposera pas nécessairement et pas toujours des leviers les plus efficaces pour les apaiser. La santé mentale est donc une affaire de société, de responsabilité collective. Responsabilité pour entretenir des environnements favorables et réduire l'adversité, comprenant discrimination, violence, isolement, et là, presque pas besoin d'invoquer le concept de santé mentale pour l'aborder, mais aussi responsabilité collective dans le repérage et la prise en charge des troubles de santé mentale. Pourquoi ? Parce que les adolescents qui présentent des troubles de santé mentale sont aussi des fils et des filles, sont aussi des élèves, sont aussi des camarades, et on aurait bien du mal à dissocier leur identité. Mais aussi parce que les professionnels, les enseignants, les professionnels de l'éducation, les professionnels de première ligne de santé sont aux premières loges des expressions de la détresse de la jeunesse, et je sais qu'ils et elles les regardent, souvent avec un sentiment d'impuissance angoissée. Le système ne peut plus tenir que si chacun prend sa part. Non pas en faisant de toutes et tous des psys, mais chacun depuis sa place, avec son champ de responsabilité, dans le cadre de ses compétences. De la même manière que la crise de la psychiatrie la déborde largement, la réforme de la prise en charge des troubles de santé mentale touchera nécessairement un vaste champ d'acteurs. Nous, psychiatrie, c'est un peu emphatique de dire ça, j'engage un peu tout le monde, bon, on va dire moi, après on verra bien pour les autres, nous sommes prêts à nous transformer. Mais il va falloir qu'on réinvente ensemble, et ça c'est clair, des nouvelles modalités de collaboration, plus régulières, plus fluides, plus opérantes. Il va falloir que nous nous inscrivions en complémentarité. On l'entend beaucoup, ça fait à peu près, pourtant je ne suis pas vieux médecin, mais ça fait 10 ans que je l'entends, qu'il faut qu'on soit complémentaire et qu'on décilote. En fait, ça ne se décrète pas, ça s'organise. C'est un chantier en plein. Il faudrait que nous évitions de nous retrouver autour de la table que autour des cas complexes. Parce que là, nécessairement, on s'engueule. C'est inéluctable. Et surtout, je finirai là-dessus, je pense qu'il faut faire, ou, et ça m'attriste un peu de le dire comme ça, refaire confiance aux adolescents. En les considérant comme des adolescents, et j'ai bien dit adolescents, à dessein, je n'ai pas dit élèves, je n'ai pas dit jeunes. Adolescence, c'est une période singulière de la vie, avec des enjeux développementaux en propre. Qu'on le veuille ou pas, ces enjeux développementaux sont constants et impératifs. Ce ne sont pas seulement des êtres en devenir, c'est des êtres en devenir, c'est notre avenir, mais c'est aussi des êtres du maintenant, les adolescents. Il faut que nous considérions leur diversité, leur créativité, leur force d'action. Il faut que nous écoutions ce qu'ils nous disent, évidemment, ce qu'ils ont à dire d'eux-mêmes, mais aussi, de manière beaucoup plus intéressante, ce qu'ils ont à dire de nous et de notre société. Je vous ai dit que les adolescents, selon moi, étaient le pouls de la société. Je pense qu'ils sont aussi et surtout
la proue de la société. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Après cette touchante, je trouve, intervention du docteur Notre-Dame, j'invite Monsieur Madi Tamen, qui est le Dasen de Charente-Maritime, à me rejoindre, s'il vous plaît. Alors, il va y avoir de suite une projection d'une expérimentation d'éducation nationale qui a été soutenue par l'UNESCO. Et avant ça, j'aimerais qu'il me rejoigne, s'il est dans les parages, pour vous présenter exactement l'état de lieu et nous expliquer dans quel territoire ça a eu lieu et surtout le contexte. Il arrive. Alors apparemment, on va le faire à deux voix avec Claire Bay, qui était déjà présente ce matin, qui prend la suite. Merci beaucoup. Oui, juste quelques mots pour une présentation de la vidéo qu'on va vous diffuser juste après, avec Madi Tamen, donc Dasen des Charentes-Maritimes, et qui va nous expliquer le principe de cette expérimentation vraiment en 2 mots, et après tout sera dans le film. Ça n'était pas prévu, c'est pourquoi je suis un peu surpris, C'était tout à fait prévu. J'ai un peu d'extinction de voix, donc je vous prie d'excuser ce souci sonore. Donc je représente l'Académie de Poitiers, monsieur le recteur ici présent, le département de Charente-Maritime, ainsi que 3 départements, puisque je pense qu'on peut parler au nom des autres académies qui sont représentées ici, Toulouse et Reims. Nous avons eu la chance d'être sollicités par la DGESCO sous l'égide de l'UNESCO, qui pilote un instrument d'appui technique. C'est la Commission européenne qui veut aider l'État français et nos établissements et écoles à progresser, avancer sur la question du bien-être et de la santé mentale. Donc, rôle très important des équipes qui sont mobilisées dans un parcours de l'enfant pour ce qui concerne le territoire de Rochefort, donc en Charente-Maritime. École, collège, lycée, un petit territoire notamment empreint d'une zone QPV, quartier politique de la ville, et rôle également d'impulsion de toute l'équipe académique et dont départementale pour soutenir et fédérer toutes les équipes autour de ce très beau projet. Merci à la DGESCO. Merci. Et donc on va voir les équipes à l'écran. En tant que chef d'établissement, j'ai piloté le projet IAT Santé Mentale qui est financé par l'Union européenne et soutenu par l'UNESCO. Il est essentiel que l'ensemble du projet d'établissement ou du territoire puisse être irrigué par cette dimension-là et que chaque objet que l'on travaille collectivement puisse avoir une dimension et un regard du point de vue de la santé mentale et du bien-être. Ça va être par exemple aussi bien avoir des actions spécifiques pour développer les compétences psychosociales des élèves que penser l'évaluation des élèves et ses conséquences sur leur santé mentale et leur bien-être. C'est important d'impliquer tout le monde et d'impliquer tout le monde également dans le pilotage et d'inscrire à la fois les élèves, les parents et les personnels dans des comités de pilotage à l'échelle de l'établissement mais aussi à l'échelle du territoire. D'un point de vue accompagnement des personnels et formation, ce qui a été fait sur le territoire, donc sur les écoles, collèges et lycées, c'est des formations sur les compétences psychosociales, avec pour objectif de promouvoir les réussites et le bien-être mental des élèves. Ces formations, elles avaient 2 objectifs distincts. Premièrement, avoir les compétences psychosociales à la fois comme un outil de développement professionnel pour les adultes, de pouvoir faire en sorte que ces formations puissent interroger leur posture. Ce qui va être important, ça va être la congruence, ça va être de pouvoir incarner ce qu'on va vouloir développer chez les élèves, donc ces compétences psychosociales. Et le deuxième, c'est pouvoir avoir une opérationnalité au niveau du travail avec les élèves pour pouvoir leur enseigner ces compétences. Nous avons décidé de mettre en place des ateliers de compétences psychosociales au collège auprès des classes de 6e pour les aider à transitionner de l'école élémentaire vers le collège. C'est un gros changement pour les élèves en termes d'horaire, de rythme de classe. Les élèves viennent de plusieurs écoles, donc ils apprennent à se connaître, à se découvrir. Et les climats de classe n'étant pas toujours très sereins dès l'entrée au collège, nous avons réfléchi à la manière de pouvoir les accompagner, les aider. On ne s'entendait pas très bien au début d'année et c'est pour ça que M. Moueps il est venu dans une classe pour nous faire des activités. La première, c'était dire c'est quoi nos qualités.
3 qualités de chacun. Et la deuxième fois, c'était dire un côté où c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ses amis et de l'autre, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et après, ça s'est mieux passé. On a compris très très tôt que la transmission des savoirs se faisait de façon beaucoup plus optimale quand les élèves étaient bien dans leur peau. Donc on a axé depuis très très longtemps notre politique sur 2 dispositifs. Le premier, ça a été le dispositif Sentinelle et référent, qui a été débuté en 2019. Donc, qui consistait à former plein d'adultes et plein d'élèves pour se préoccuper du bien-être des élèves, des lycéens et également du phénomène du harcèlement. Nous sommes une 40aine d'adultes et une 30aine d'élèves formés. Le dispositif repose vraiment sur la collaboration avec nos ambassadeurs. Ça comprend effectivement tous les corps de métier au sein de l'établissement, tous les agents, restauration et ménage, la vie scolaire, les AESH et les enseignants. On forme tout le monde. Ce dispositif il permet de nous sentir en confiance au lycée parce qu'on sait que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on a un lieu et des personnes qui sont là pour nous écouter et on se sent en confiance par rapport à ça et en sécurité. Ça permet aussi d'être vigilant par rapport aux autres élèves. Si on voit qu'il y en a qui ne vont pas bien, on peut directement se référer à ces personnes-là pour qu'elles soient aidées. Beaucoup d'élèves qui sont en situation d'échec scolaire sont aussi des élèves qui n'ont pas compris réellement ce que l'école attend d'eux, notamment en termes de compétences qui ne sont pas des compétences purement scolaires. Ils savent bien qu'ils doivent travailler, ils savent bien ce qu'ils doivent travailler, mais par contre ils ont beaucoup de mal à savoir comment travailler, ils ont beaucoup de mal à savoir comment se positionner vis-à-vis des professeurs, comment s'organiser vis-à-vis de leur travail, comment s'organiser vis-à-vis de leurs camarades. Et ça, ce sont des compétences qui sont extrêmement utiles pour favoriser l'intégration scolaire des élèves et donc leur capacité à réussir et à se sentir bien dans leur lycée. Au niveau du premier degré, nous allons principalement utiliser un outil qui a été déployé par la DGESCO, qui est le kit pour les séances d'empathie à l'école. C'est un outil probant qui a été testé et évalué. On sait qu'il contribue à l'amélioration du bien-être et de la réussite des élèves dans les écoles du premier degré. Une programmation va être faite par l'équipe afin de pouvoir la développer de la maternelle jusqu'au CM2. L'intérêt de cet outil est qu'il travaille en transdisciplinarité et qu'il permet d'intégrer les compétences psychosociales à l'emploi du temps quotidien des élèves. Se sentir bien à l'école, c'est justement avoir une bonne ambiance en classe, avoir des relations assez bien avec les élèves, les professeurs et avec par exemple les dames de service de cantine. Moi, le bien-être à l'école, c'est avoir des amis avec qui on peut parler des choses, si on a des problèmes, etc. Ils peuvent nous aider après pour aller en parler soit à un adulte, soit à quelqu'un d'autre. Alors on va enchaîner avec une nouvelle table ronde. Elle sera animée par Marc Pelletier, qui était déjà présent ce matin, qui est sous-directeur de l'action éducative. J'invite à me rejoindre également M. Madi Tamen, qui est donc le DAZEN de Charente-Maritime. Je me décale pour qu'on vous voit. Edwige Touche, qui est principale adjointe dans un collège de Versailles, et qui est secouriste en santé mentale. Laurent Chazela, qui est psychologue de l'éducation nationale, EDA dans le premier degré, qui est président également de l'AFPEN, l'Association française des psychologues de l'éducation nationale. Laetitia Hamon, qui est assistante de service social. Agnès Bernard-Bréa, qui est médecin à l'éducation nationale à Rennes. Et Caroline Porchet, infirmière en collège à Amiens. Donc cette table ronde, c'est pour apporter des regards croisés sur la santé mentale. Je crois que tout est dit. Comment vous agissez au quotidien. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et nous allons donc continuer notre échange autour de cette thématique de la santé mentale très bien introduite ce matin, je crois, par le professeur Notre-Dame, le psychiatre Notre-Dame. Donc l'idée de cette table ronde, c'est de s'interroger tout d'abord, ou de montrer plutôt la diversité, la richesse et la complémentarité de nos actions sur la santé mentale des élèves. Et donc je vous propose d'organiser notre échange en 3 temps, 3 approches différentes. Tout d'abord, nous nous intéresserons à la façon dont vous intervenez, personnels, sociaux et de santé, au profit de la santé mentale des élèves. Ce sera le premier point. La deuxième approche, ça sera quels sont les facteurs de réussite qui sont pour vous déterminants. Et puis enfin, on s'intéressera sur les modalités de pilotage à 2 niveaux essentiels. On a parlé ce matin du département, de l'académie. On abordera cette fois la question de l'établissement, qui est un niveau évidemment tout à fait essentiel. On en a parlé dans la petite vidéo à l'instant. Et on reviendra aussi sur le niveau départemental, spécifiquement sur cette question de la santé mentale. Voilà, donc je vous demande à chacun, si vous voulez bien, de décrire en quelques minutes comment vous agissez au quotidien, dans vos fonctions, en faveur de la santé mentale des élèves. Il n'y a pas d'ordre protocolaire, mais bon, peut-être, je crois que le tirage au sort a fait gagner Laurent. Donc, Laurent, si vous voulez prendre la parole pour présenter votre action au quotidien. Merci, Monsieur Pelletier. Bonjour à toutes et à tous. Donc, les psy-ON, les psychologues de l'éducation nationale, jouent un rôle important dans la promotion et la protection de la santé mentale. Le psychologue, c'est celui qui est attentif à la dimension psychique des enfants et des adultes qui fréquentent l'école. Il est l'expert de la dimension psychique. Donc c'est la façon dont chacune grandit, se développe, fait face aux aléas de la vie, s'oriente, donne du sens. Le psychologue de l'éducation nationale intervient dans une institution, ce qu'il ne faut pas oublier. Donc il faut connaître le fonctionnement, l'organisation, car cela influe sur les individus. Et donc, lors de l'apparition de difficultés, de troubles, de symptômes, c'est important de connaître cette modalité. Ça a été dit ce matin, mais je dois préciser que les psychologues de l'éducation nationale font partie d'un corps assez jeune qui a été créé en 2017 avec 2 valences, les psychologues de l'éducation nationale EDO, éducation, développement et orientation, et les psychologues dans le premier degré, éducation, développement et apprentissage. Ils ont des missions communes et des missions spécifiques. Donc moi, je vais vous parler de ma pratique dans le premier degré. Au-delà de cette approche systémique, l'école est le lieu où se révèlent des souffrances psychiques jusqu'alors invisibles, des difficultés à être un ou une parmi les autres, à s'adapter à un contexte nouveau, à se développer de manière ordinaire. L'école est l'institution nouvelle et différente de la famille, que fréquentent tous les enfants. Et donc, parfois, ce sont les premiers professionnels que les familles rencontrent à l'école maternelle. Pour les psychologues éducation nationale, donc on intervient beaucoup sur l'axe de la prévention, pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans cette institution, pour mieux communiquer avec les autres, mieux exprimer ses besoins. Donc on a ce volet prévention en coordination avec les autres corps, les autres professionnels, et notamment les enseignants spécialisés des RASED, dont il faut aussi faire mention ici. Donc il y a tout ce qui est le volet de la régulation des écrans, on en a parlé tout ce matin, des compétences psychosociales, l'estime de soi, ce sont des choses que nous pouvons aborder avec les enfants. J'aime bien dire aussi enfants jeunes et non pas simplement élèves. Nous intervenons bien sûr à la demande des enseignants et donc on est vraiment des professionnels qui sont à leur côté. Le fait de travailler dans l'école, et ça c'est important pour nous, on va donc les aider à bien repérer les difficultés, c'est-à-dire que quand on a une demande de la part des enseignants, on va voir si cette souffrance qui s'exprime, si cette difficulté, elle est soit d'ordre ordinaire dans le développement de l'enfant, ou bien s'il faut s'inquiéter. Et donc on va participer là à ce qu'on appelle le repérage de niveau 1. On va faire des observations dans la classe, on va faire des entretiens individuels avec les enfants, entretien individuel avec les familles, c'est important, on donne un espace à toutes les familles, à l'école.
On fait des bilans psychométriques, parfois, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, mais ce n'est pas du tout l'importance de notre métier, c'est vraiment la question de l'écoute, du repérage, de prendre le temps. Et puis, quand c'est nécessaire, eh bien, on va travailler avec les professionnels dans l'école, mais aussi les professionnels en dehors de l'école, donc tout ce qui est le sanitaire, le médico-social, avec toutes les difficultés dont on vient de parler à l'instant. Donc dans l'école, on est vraiment, ce qui est important de voir, c'est le soutien auprès des équipes enseignantes. Ça, c'est quelque chose de très important, où on va prendre le temps du repérage et les soutenir, parce que, comme cela a été dit tout à l'heure, c'est l'enseignant qui est en première ligne et qu'il faut vraiment soutenir dans son travail dans l'institution, et puis donc un travail de lien. Je crois qu'il me reste très peu de temps. Mais je voudrais aussi pointer la question de la formation des professionnels à l'école, formation des enseignants sur lesquels nous pouvons agir, soit sur le secteur où nous intervenons, soit de manière plus large. Et comme dans le premier degré, on travaille avec les inspecteurs de circonscription, on est aussi là dans nos missions, un peu comme un conseiller technique auprès de l'inspecteur de circonscription. J'arrêterai là pour le moment. Est-ce que, justement, sur la question de la formation, est-ce que vous pouvez illustrer la façon dont vous intervenez auprès d'équipes, éventuellement, au sein de la circonscription? Ça peut être inspirant, peut-être, pour d'autres collègues. Au niveau de la circonscription, donc, il y a un dispositif qui s'appelle le pôle ressources de circonscription, que les IEN peuvent s'approprier, et on peut effectivement décider en fonction de ce qui est sur le terrain, par exemple, d'avoir une sensibilisation sur... par exemple sur les TND, pour prendre cet exemple-là, prendre le développement ordinaire de l'enfant, est-ce qu'il y a des moments où il faut s'inquiéter ou pas, voilà par exemple des illustrations. Il me semble en effet que ça peut être des moments intéressants et importants pour transmettre les informations, pour former les professeurs qui parfois ne le sont pas suffisamment en termes de formation initiale à tout le moins. Et donc là, ce travail en complémentarité me paraît tout à fait intéressant. Madame Bernard Breillat, sur votre action en tant que médecin cette fois, en faveur de la santé mentale des élèves. Pardon. Merci. Alors, je suis médecin de l'éducation nationale de secteur. Je travaille dans le département des Côtes-d'Armor, sur le joli secteur de Dinan, qui, malgré cela, est fortement impacté, puisque la Bretagne, c'est la première région en termes de suicide, et que les Côtes-d'Armor, c'est le champion de la Bretagne. Donc, voilà, je suis aussi... une espèce en voie de disparition. Nous sommes la moitié des médecins sur mon département. Je n'ai pas de médecin conseiller technique. Tout ça pour dire que je vais faire une présentation qui est un peu idéale et que dans un certain nombre d'endroits, ça ne se passe pas comme ça parce qu'il n'y a pas de médecin scolaire et que c'est très, très dommage parce que, voilà. Alors, malgré toutes ces difficultés, moi, j'ai mis la priorité sur la santé mentale parce qu'il m'a semblé que c'était à mettre en haut de nos missions depuis quelques années, pas seulement depuis le Covid, et pour dire que les médecins scolaires, on est des experts de la santé globale de l'élève, mais et particulièrement de la santé mentale. Alors j'insiste sur le fait que chaque situation d'enfant est particulière. Il n'y a pas de case précochée. On ne peut pas dire on fait ça pour un refus scolaire anxieux, on fait ça pour une dépression, pour un trouble du comportement alimentaire, pour un trouble du comportement... pour un risque suicidaire, pour une entrée en psychose. Ça c'est pas possible. En fait, chaque situation d'enfant est complètement particulière. Donc, les élèves, ils arrivent jusqu'à la visite médicale, parce que c'est en visite médicale. C'est une visite médicale longue. Ils arrivent grâce au repérage qu'ont fait les autres professionnels avant. On travaille en partenariat complet avec les autres professionnels, en particulier évidemment à l'intérieur de notre institution, en particulier les infirmières, mais tous les autres, psychologues, assistantes sociales, chefs d'établissement, CPE, directeurs d'école, enseignants. On est saisis de tous les côtés, j'ai envie de dire. Grâce au centre médico-scolaire, on a des remontées de toutes les demandes. Et personnellement, je ne vois que les situations quand elles sont à un niveau complexe.
C'est-à-dire que soit ce sont des troubles qui sont mal pris en charge, soit ce sont des symptômes pas très clairs, soit ce sont des difficultés qui impactent énormément la scolarité, soit il est nécessaire d'avoir une évaluation plus approfondie. C'est-à-dire que chacun des corps de métier qui m'entourent a déjà fait sa propre évaluation et le médecin intervient comme expert à son niveau à lui. Donc, c'est une consultation longue et comme l'a dit le docteur Notre-Dame, en fait, c'est pas que de la pathologie qu'on va évaluer, même si c'est notre place de médecin d'évaluer de la pathologie. Pourquoi elle est longue? Parce qu'on va interroger sur l'histoire de cet enfant, sur son environnement familial sous tous ses aspects, dans tous les détails de sa scolarité et de la vie à l'école, parce que nous, on sait comment ça se passe dans les écoles, contrairement à nos confrères hospitaliers, libéraux, etc. On connaît le système, on sait qui est qui fait quoi. On va voir évaluer les symptômes, évaluer les relations aux autres, poser des questions qu'on ne peut pas poser ailleurs. La question sur les idées suicidaires, on peut la poser. La question sur les violences intrafamiliales, c'est le lieu où on peut les poser. On peut les poser aux enfants seuls, on peut les poser aux parents avec les enfants. C'est un endroit qui permet ce temps d'évaluation globale de l'ensemble. Ce qui fait que, en fait, on n'a pas d'idée préconçue sur quoi va déboucher la consultation. Elle peut déboucher sur un PAI, et on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce que le PAI nous a beaucoup rendu service quand il peut être fait je pense que les chefs d'établissement me confirmeront, et qui va permettre une reprise de la scolarité à temps partiel, des aménagements d'examen, des aménagements des conditions de présence à la cantine partout, enfin bref, quand il balaye, et ça prend du temps de balayer la journée scolaire d'un enfant. Mais ce n'est pas toujours un PAI, on est obligé parfois de faire autre chose. Je ne compte plus les visites médicales qui ont débouché sur une information préoccupante ou un signalement, sur un adressage vers des soins plus spécifiques, sur l'orientation vers des bilans plus spécifiques. On parle des troubles neurodéveloppementaux. Je ne vous dis pas combien d'enfants de troubles du spectre de l'autisme n'ont pas été dépistés et qui se révèlent avec des symptômes psychiques au collège et au lycée, en particulier les filles. Une orientation vers un bilan donc plus spécifique, une communication dans ce cadre qui est la consultation médicale en CMS bien particulière avec les parents. On n'en a pas assez parlé des parents, parce que nombre de ces enfants qui ne vont pas bien, combien d'adultes ne vont pas bien dans ces familles, hein? Ça, à l'école, on n'y a pas accès directement, mais nous, on y a accès. Donc, parfois, c'est des soins pour les parents aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que l'état psychique des adultes, en effet, il impacte énormément l'état psychique de nos élèves. Ce ne sont pas des personnes isolées. Nous, on les oriente vers des soins, mais parfois, c'est l'ensemble du système sur lequel il faut se pencher. Et cette évaluation-là, elle est complexe. Elle prend, j'insiste sur la dimension temps, donc déjà qu'on n'est pas nombreux, et en plus, ça prend du temps. Ce temps-là, il est fait au détriment d'autres choses. Et il se fait que pour les cas, la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que tous les autres, malheureusement, on n'a plus le temps de les voir. Tous ceux pour lesquels une école nous envoie un petit compte-rendu d'équipe éducative et on se dit « Ah, celui-là, j'aurais dû le voir avant », ou une alerte, je n'ai plus le temps, malheureusement, de rencontrer les psychologues scolaires pour échanger. Heureusement, les infirmières, on le fait plus régulièrement, mais plus assez de temps pour aller dans les établissements. Voilà, je m'arrête là, puisque je rebondirai après. Très bien, merci pour tous ces éléments. Je retiens dans ce que vous dites le positionnement particulier du médecin, qui est vraiment un travail d'évaluateur finalement des situations qui lui sont remontées, qui lui sont transmises, soit par les infirmières, soit par les assistants sociaux, soit par les équipes éducatives et pédagogiques d'établissement. Ça me paraît tout à fait important. Donc vous avez vraiment un rôle d'interface aussi et d'évaluation finalement de la situation de l'élève. Le rôle avec les parents, les relations avec les parents me paraissent être également aussi un axe important. Dans votre département, quels sont les phénomènes un peu qui prévalent en termes de difficultés de santé mentale? Qu'est-ce que vous voyez finalement? Qu'est-ce qui domine?
Ce qui domine, ce pourquoi on est beaucoup sollicité, c'est les refus scolaires anxieux. Mais le refus scolaire anxieux, c'est en fait la phobie scolaire, c'est le fait de ne pas pouvoir aller en classe, pas par décrochage, souvent des filles, souvent des très bonnes élèves. Ça, c'est des profils qu'on rencontre assez fréquemment. Et ce sont ces symptômes qui appellent à l'aide, j'ai envie de dire. Mais il y en a un certain nombre d'autres qui passent inaperçus, parce que présent, parce que donnant le change, et c'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Mais en tous les cas, ceux qui sont le plus criants, c'est ces élèves qui n'arrivent pas à venir en cours. On passe maintenant à un autre type de professionnel, si je dis ainsi. Madame Hamon, donc en tant qu'assistante sociale dans l'Académie d'Orléans-Tours, voilà, quelles sont au quotidien vos modalités d'intervention auprès des élèves? Alors, moi, en ma qualité d'assistante sociale scolaire au service social en faveur des élèves, c'est vrai que dans un premier temps, on va peut-être plus visualiser mon travail au quotidien dans l'accompagnement individuel que je vais pouvoir mettre en place, proposer auprès des élèves et des familles, et notamment, plus particulièrement auprès des familles, dans l'acceptation des difficultés, dans le travail, dans les échanges, pour parler de ce qui va, mais aussi de ce qui ne va pas, et peut-être aussi d'accompagner vers des prises en charge extérieures. Mais moi, mon travail aussi, et ce que je souhaite vraiment mettre en avant aujourd'hui, et qui a tout son sens, donc du coup dans le cadre de la santé mentale et de cette prise en charge, de cet accompagnement, c'est tout le travail, toute cette dynamique, cette dimension collective du travail social dans les établissements scolaires. J'aborde cet accompagnement, ces actions de prévention en lien bien évidemment avec mes missions, des missions de prévention, de protection de l'enfance, tout ce qui va être en lien avec l'amélioration du climat scolaire, bien sûr, la vie affective, relationnelle, sexuelle. Et ce qui va me sembler très important, c'est que toutes ces actions ne soient pas isolées. Je ne suis pas toute seule, ce n'est pas moi, juste avec une action. Ça va être vraiment cette dynamique partenariale qui doit être vraiment forte, qui doit être portée au sein de l'établissement et à tous les niveaux. Et l'objectif, ça va être aussi de travailler ensemble dans un climat de confiance, entre professionnels aussi, un climat de bienveillance, où chaque professionnel, avec ses connaissances, avec ses compétences, va œuvrer dans un objectif, commun autour de l'élève, mais bien sûr de sa réussite au sens large. Et pour créer ce travail collaboratif, et pour qu'il soit de qualité, donc avec toutes les personnels ressources, que ce soit les infirmiers, les psychologues de l'éducation nationale, les CPE, la vie scolaire, les enseignants, les équipes de direction, enfin vraiment tous les personnels ressources et même les secourismes aussi en santé mentale qui font partie vraiment intégrante aussi des actions qui sont menées pour qu'on puisse donc travailler de manière forte, en coordination, en s'harmonisant, en innovant ensemble, en essayant de s'inscrire aussi dans une durée des actions. Cela va nécessiter, selon moi, de pouvoir être présente, moi aussi en tant qu'assistante sociale, plusieurs journées par semaine dans un même établissement. Pour travailler ensemble, il faut être ensemble, des mêmes jours de concertation. Ce matin, j'entendais vraiment l'importance des cellules de veille, de tous ces temps de concertation. Et c'est vrai que ces temps de concertation, ils sont possibles si on est ensemble dans un établissement scolaire. Donc c'est des temps en commun de concertation, c'est des lieux aussi qui puissent nous accueillir ensemble et définir aussi des temps de travail pour justement proposer des choses et mettre en action toutes ces propositions. Merci pour tous ces éléments. Le travail collectif, je vois l'articulation entre l'individuel et le collectif dans ce que vous dites, c'est-à-dire à la fois répondre à des besoins individuels et travailler à des actions collectives. Est-ce que vous pourriez illustrer, vous avez parlé de temps de présence en commun avec d'autres professionnels, est-ce que de cellules de veille dans les établissements dans lesquels vous intervenez, est-ce que vous pouvez préciser la façon dont ça se passe, ces temps de concertation? Alors c'est vrai que dans la deuxième partie, là aujourd'hui, j'ai présenté peut-être plus spécifiquement des actions qui sont menées dans un établissement, mais toutes ces actions qui vont être présentées justement, elles sont possibles parce que par exemple la journée du mardi, c'est tous les acteurs du collège qui sont réunis ensemble. On a la chance dans un de mes établissements d'avoir chacun un bureau, d'avoir une cellule de veille. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans un établissement et tous les mardis à 9h, on a la cellule de veille. On est à l'heure, on est tous présents.
on est vraiment motivés. Pour nous, ça a une valeur très importante. Donc ça va être tous ces temps de concertation qui sont possibles, et aussi tout ce qui va être en lien avec les équipes éducatives, les commissions éducatives, de prendre en compte aussi la présence de chacun des professionnels, parce que si on ne prend pas en compte quand on est présent, ben on n'est pas présent. Et du coup, on ne nous visualise pas et on ne peut pas reconnaître et penser aussi notre accompagnement au sens large pour l'élève et sa famille. Je crois que c'est une bonne illustration du fait que la santé scolaire est vraiment intégrée pleinement dans l'action éducative et pédagogique finalement de tous les acteurs. Madame Porchet, en tant qu'infirmière, voilà, oui. Quelles sont là aussi vos modalités d'intervention auprès des élèves? Alors, moi, je suis infirmière en collège et aussi dans 13 écoles autour de mon collège. Je suis très investie auprès des élèves dans la prise en charge avec des consultations infirmières, mais aussi dans le repérage. Je suis aussi formatrice en santé mentale dans mon académie et je pense qu'il est essentiel de mobiliser l'ensemble de la communauté éducative et de faire monter en compétence celle-ci. Car en effet, une infirmière ne peut pas tout voir. Il est important que les professeurs, les équipes de vie scolaire puissent repérer les signes et m'adresser les élèves le plus précocement possible pour une prise en charge. En effet, étant sur un grand secteur avec 13 écoles, je ne peux pas, quand je suis au collège, être sur mes écoles, ou quand je suis dans mes écoles, être sur mon collège. Donc les professeurs, la vie scolaire, repèrent les signes. Nous avons formé les équipes phares en secourisme en santé mentale. Nous avons utilisé la formation des GESCO et nous l'avons déployée en lien avec le protocole phare. Nous avons construit une fiche de repérage à destination de ces équipes. Et les CPE de mon établissement s'en servent en guide d'entretien, remplissent ces fiches et me les transmettent ou me transmettent des écrits pour une prise en charge globale de l'élève. Merci d'avoir cité évidemment le protocole de la DGESCO. Nous en sommes ravis, surtout qu'ils servent naturellement. Et là, ça me permet de rebondir sur la façon dont vous travaillez avec les autres types de référents dans l'établissement. Je pense notamment aux référents et aux coordinateurs harcèlement, puisque vous l'avez cité. Est-ce que, alors peut-être est-ce vous qui êtes coordinatrice de phare, du programme phare? Non, on est toute une équipe. Mon chef d'établissement a mené toute une équipe, en fait, CPE, assistante sociale, infirmière, psychologue de l'éducation nationale. On est toute une équipe autour de l'élève. On se réunit régulièrement via les GPDS, mais bien d'autres réunions, en fait, pour gérer les situations des élèves et une meilleure prise en charge. Bien, merci pour tous ces éléments. Alors, on a vu à quel point le travail en collectif était important. Madame la chef d'établissement, Madame Touche, est-ce que vous pouvez préciser justement, vous également, la façon dont au quotidien vous œuvrez pour la santé mentale des élèves? Oui. Alors donc, dans mon collège, j'ai axé mon travail sur le repérage partagé et le renforcement de notre capacité à agir en continuité donc, sur la chaîne prévention, orientation et puis évaluation des situations. Donc j'ai choisi de mettre en place un groupe de travail qui est composé donc, des deux conseillères principales d'éducation de l'établissement, des personnels sociaux et de santé et des professeurs que j'ai sollicités parce que l'année précédente, ils avaient déjà pu recevoir des confidences d'élèves, notamment en lien avec des problématiques de santé mentale. Et donc j'ai vraiment souhaité les solliciter pour ces qualités qu'ils avaient déjà pu démontrer et la manière dont ils avaient aussi partagé avec les membres de l'établissement et de l'équipe de direction élargie certains signaux qui nous ont permis de pouvoir adresser ces élèves le plus rapidement possible pour pouvoir agir. Donc on s'est réunis à plusieurs reprises. La première réunion avait pour objectif de décliner le protocole en santé mentale et le deuxième temps de travail s'est centré sur la rédaction d'une fiche de repérage commune qui allie des signaux de décrochage, des signaux en santé mentale et des signaux VSS, puisque c'est aussi l'un des objets de travail cette année dans l'établissement, avec notamment la mise en place d'une file interdegré sur l'égalité filles-garçons, dans le cadre de laquelle les VSS ont été plus particulièrement
travailler, puisque c'est l'un des principaux facteurs de victimation de l'établissement. Et donc notre objectif avec la mise en place de cette fiche de repérage commune, c'est d'aboutir à un regard exhaustif sur les situations, parce qu'on sait très bien qu'il existe une interdépendance des problématiques et des facteurs de vulnérabilité sur lesquels il faut que nous agissions de façon la plus précoce possible pour garantir le parcours de l'élève et sa réussite au sens large. Et donc c'était ce à quoi je me suis attelée cette année. Merci pour ces éléments. Encore une fois, le travail en collectif. J'aimerais avoir votre regard sur la façon dont la mise en place de ce protocole a pu faire évoluer le travail notamment des enseignants. Parce qu'on peut imaginer que sur un protocole de ce type, les personnels sociaux et de santé, j'ai envie de dire, se sentent très à l'aise, s'approprient facilement l'outil. Voilà. Pour les enseignants, ça peut paraître moins spontané, peut-être est-ce une idée reçue. Et puis, est-ce que ça a pu avoir un impact sur la façon dont ils travaillent au quotidien avec les élèves ? Alors, la rédaction et la mise en place de ce protocole en santé mentale pour mon établissement scolaire, avec la participation donc, des différents membres que j'ai cités, a vraiment permis de croiser les regards et, je dirais, les champs de compétences de chacun sur cette question, puisque, effectivement, comme vous l'avez justement précisé, chez les enseignants, en tout cas dans mon établissement scolaire, c'était le cas, la question du repérage des signaux en santé mentale, c'est quelque chose qui faisait débat, mais de façon positive. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une attente pour vraiment être accompagné dans la mise en place et dans le repérage, parce que pour certains d'entre eux, il y avait effectivement des confidences qui avaient eu lieu de la part d'élèves ou des choses qu'ils avaient repérées, mais certains se sentaient vite démunis en fait, face à ce qu'ils pouvaient recueillir de la part des élèves et savoir quoi faire ensuite et comment faire. Parce qu'ils ont quand même la sensation qu'il faut agir parfois très vite, mais ils voulaient effectivement bien faire. Et donc, je dirais que la mise en place de ce protocole en santé mentale a permis de répondre à ces questions et de faire évoluer des gestes professionnels et une pratique globale. Et donc, effectivement, on arrive à avoir aujourd'hui quelque chose qui est de l'ordre de la concertation, du partage, et qui devient un réflexe lorsqu'il y a certaines situations qui sont abordées spontanément par les élèves auprès des professeurs. On a vu également dans le petit film avant la façon dont ça pouvait véritablement irriguer les pratiques pédagogiques. On faisait allusion notamment à la question de l'évaluation des élèves et on sait à quel point ça peut être parfois une dimension très stressante, inquiétante pour les élèves. Donc, merci pour tous ces éléments. Ça permet de bien montrer la complémentarité, je crois, de votre action. La nécessité peut-être de se donner un cadre commun d'intervention qui peut prendre la forme effectivement d'un protocole. Alors, avant d'aborder les questions de pilotage, j'aimerais qu'on développe un autre point autour des facteurs de réussite, c'est-à-dire dans les interventions, dans ce qui marche pour vous, si vous deviez relever 1, 2, 3 éléments qui paraissent vraiment essentiels pour la réussite de notre action collective, quels sont-ils ? Alors, monsieur le directeur académique, je sens que votre voix est reposée maintenant, donc je vous donne la parole sur cet aspect-là. Donc, quels sont, d'après vous, dans votre rôle de directeur académique, les facteurs de réussite ? Je vous remercie. J'en ai recensé de manière non exhaustive 5. Le premier, c'est la reconnaissance de la santé mentale à toutes les échelles académiques. Deuxièmement, il va s'agir de créer une dynamique qui va fédérer à la fois au niveau académique les chefs d'établissement, les inspecteurs second degré et premier degré, qui eux-mêmes vont pouvoir créer des dynamiques locales en école ou en EPLE. Bref, l'équipe est la clé et le rôle que nous avons au niveau académique va être déterminant. Troisièmement, s'investir dans toutes les instances. Il y en a beaucoup et ça demande un vrai volontarisme. On a cité tout à l'heure les COTER, comités territoriaux compétences psychosociales. Il y a certains observatoires de la santé mentale. On a les CA ou CDESCE. Bref, on a aujourd'hui une palette d'instances qui sont mobilisables et efficaces aujourd'hui. Quatrièmement, le conventionnement avec les partenaires est vraiment tout à fait enrichissant s'il est maîtrisé. D'où des conventions qui vont permettre d'organiser le travail et les actions. On a cité tout à l'heure les MDA, Maisons des adolescents, qui fonctionnent sous l'égide de l'ARS. On peut aussi penser aux CAF, qui localement ont des financements par projet.
bref, le conventionnement organise le pouvoir d'agir et le déploiement des actions de l'éducation nationale dans un champ large jusqu'à jeunesse et sport, puisque les CAF vont aller jusqu'au temps périscolaire, voire même aux colonies apprenantes. 5e point, c'est évidemment le soutien des projets locaux qui est tout à fait fondamental, soutenir tous les projets alors, qui peuvent s'intégrer dans des projets d'école, dans des projets d'établissement tout simplement, des projets parfois plus ambitieux tels que des projets CNR, notre école faisons-le ensemble, ou parfois même des projets de mini-bassins. Nous avons par exemple nous, des petits réseaux qui s'appellent les réseaux Éclore et qui permettent de travailler à plusieurs. C'est tout à fait l'exemple que vous avez vu tout à l'heure, école, collège, lycée. On travaille sur le parcours de l'élève et donc c'est tout à fait le type de projet qu'on va pouvoir valoriser. Merci pour ces éléments. Je souligne quand même le rôle des inspecteurs que vous avez bien identifiés, inspecteurs pédagogiques du premier degré, notamment dans les circonscriptions, mais j'ai envie de dire qu'il y a une proximité avec les écoles, il y a un suivi des écoles qui est tel que peut-être cette action est un peu logique, évidente, se voit mieux, mais aussi, vous les avez cités, les inspecteurs du second degré. Oui, je vous remercie. Il a été mentionné ce matin et je pense que c'est un moment important pour le rappeler. La question de la continuité dans les apprentissages est fondamentale. Aujourd'hui, on a une assez bonne maîtrise des questions de santé scolaire, de santé mentale dans les champs d'expertise. Et il a été dit tout à l'heure par ma collègue à côté que la question des équipes enseignantes était aussi déterminante. Donc les inspecteurs vont avoir là pleinement leur rôle et leur champ d'application de comment lier la continuité des apprentissages et du bien-être. C'est ce que vous avez pu voir dans les petites capsules vidéo, puisque ce projet est autour des CPS et de la continuité des apprentissages, autour des questions de coéducation. Là aussi, les inspecteurs peuvent tout à fait intervenir sur le rôle des parents, qui parfois est à rappeler. Et puis l'environnement stimulant, les résultats des élèves, cette dimension collective de l'éducation nationale a un lien avec l'aspect individuel et le bien-être. Donc oui, je pense que tous les inspecteurs ont pleinement leur rôle et leur impulsion à apporter. Merci pour ces éléments. Et donc vous nous montrerez ensuite comment, en termes de pilotage, on fait en sorte que ces facteurs de réussite surviennent réellement. Madame Porcher, je vous donne à nouveau la parole. Voilà, de votre point de vue, quels sont les éléments, les facteurs de réussite ? Les facteurs de réussite sont les partenaires avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que sur mon territoire, n'ayant pas de médecin de l'éducation nationale, nous orientons nos élèves via le CMP, mais aussi depuis peu de temps, grâce à l'ouverture d'un hôpital de jour pour adolescents, suite aux consultations infirmières où l'élève est repéré. Puis, là où nous posons, nous, les infirmières, un diagnostic en faveur d'un trouble, la famille et l'enfant sont orientés vers cet hôpital pour adolescents, où le pédopsychiatre élabore, si besoin, un PAI avec un emploi du temps aménagé et aussi un traitement si besoin, si l'enfant en a besoin. L'enfant va du coup des demi-journées à l'école et des demi-journées à l'hôpital, ceci pour ne pas le couper de son environnement scolaire et son environnement familial qui est très important. Ça évite de développer des troubles de la socialisation, du décrochage scolaire. Nous travaillons en collaboration avec ces équipes via des réunions avant l'hospitalisation, pendant et après, pour la continuité du suivi. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, identifier les partenaires, ça c'est un premier point aussi déjà à tous les niveaux, et je crois que dans la case du protocole, il y a une partie qui est autour de cela, et travailler avec eux en continuité, au moins le plus possible en continuité. Oui, la continuité du suivi de l'élève est très importante. D'accord. Monsieur Chasselas, pour vous, quels sont les facteurs de réussite ? Alors, il faut sans doute s'appuyer sur les dispositifs qui existent, dont on a déjà évoqué un peu ce matin. Et donc, je pense aux cellules de veille qui a été signalée, qui existe dans le second degré, qui, à ma connaissance, n'existe pas dans le premier degré. Donc, ce serait intéressant de valoriser cette expérience. On a les équipes éducatives qui sont aussi un lieu intéressant où l'ensemble des professionnels de l'école peuvent se réunir autour de la situation d'un enfant.
Et là, notre rôle en tant que psychologue, c'est de faire circuler la parole, c'est de faire respecter voilà, la place de chacun, et aussi donner un espace aux parents, hein, ce qui n'est pas souvent facile pour certaines familles, notamment les plus éloignées de l'école. Il y a aussi les pôles ressources de circonscription, hein, dont j'ai évoqué un peu tout à l'heure. Ce qui serait intéressant, c'est de valoriser sur le plan institutionnel les rencontres donc entre professionnels, mais aussi pour les psychologues eux-mêmes, qui aujourd'hui n'ont pas ces espaces-là. Avoir un bureau, par exemple, dans toutes les écoles, c'est quelque chose qu'il faudrait valoriser. On n'a pas d'assistantes sociales, d'assistants sociaux dans les écoles du premier degré, et ça nous manque beaucoup. Donc c'est quelque chose parfois que l'on fait, hein. On endosse un peu ces missions, mais ce n'est pas notre métier. Donc c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Notre travail important, c'est de soutenir, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment le fait d'être inscrit dans l'école et de soutenir les enseignants et les équipes. Les enseignants aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui sont en souffrance, qui ont on arrive à repérer les enfants qui ont une souffrance psychique, pardon. On est en panne parfois pour trouver des lieux d'adressage, pour des prises en charge, pour des évaluations. Donc, eh bien, ces enfants-là qui souffrent à l'école, enfin qui font aussi souffrir l'école et leurs enseignants. Alors nous, on a dans nos missions ce qu'on appelle le suivi psychologique, qui est un dispositif qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire accompagner des enfants, soit parce qu'ils sont en attente de prise en charge ou de soins, donc c'est un lieu d'écoute, mais soit aussi pour des troubles un peu plus légers, nous accompagnons aussi des enfants qui sont en difficulté à l'école ou qui ont des petits troubles anxieux et pour lesquels on prend le temps d'écouter, le temps de voir ce qui se passe en lien avec l'enseignant et en lien avec la famille. Donc on a un rôle vraiment important de soutien des équipes, soutien des familles, soutien des enseignants. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de renforcer notre présence dans les écoles avec des territoires qui seraient plus restreints, mais ce qui nous permettrait effectivement, voilà, serait un investissement fructueux. Peut-être pour terminer, la question de ce matin, monsieur le recteur, je crois, de l'académie d'Amiens l'a évoqué, et puis également une d'Azen, c'est la question de l'architecture fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est la place des psychologues. Aujourd'hui, de mieux travailler en équipe, ce serait de repenser à l'architecture fonctionnelle. Notre corps a été créé en 2017, et pour qu'on puisse mieux travailler les uns et les autres, là, il y a quelque chose à penser. Voilà. Je retiens effectivement alors, ce besoin à la fois de travailler en commun entre tous les personnels sociaux et de santé, parce qu'on voit évidemment le caractère fécond de vos interventions et leur caractère complémentaire, évidemment. Elles s'enrichissent mutuellement. Travailler avec les équipes éducatives, mais aussi le besoin que vous avez de travailler entre vous pour vous enrichir aussi, pour développer vos pratiques, vos formations, vos compétences. Et donc ça, c'est un point qui paraît important. J'entends également dans ce que vous dites l'importance du premier degré, qui, il est vrai, est couvert différemment par les personnels sociaux et de santé que ne l'est le second degré. Donc ça me paraît être aussi peut-être un point important et intéressant à souligner. Madame Hamon, je crois que vous voulez souligner justement le travail interdegré comme élément de facteur de réussite. En tout cas, ce serait plus peut-être des perspectives de travail à améliorer. Alors ça existe, hein. Il y a déjà un gros travail qui est fait dans les liaisons et dans le travail avec le premier, même après le lycée, hein. Il n'y a pas que le premier degré non plus. Donc c'est vrai que ça va être des leviers. Je pense qu'il faut intensifier toute cette dimension travailler ensemble, cette dynamique collective. Et c'est vrai que moi je voulais aussi réaborder quand même le cadre du CAESCE, qui apporte quand même un cadre pour toutes ces actions de prévention, tout ce qui est mis en place, tout ce regard qu'on a sur ce qui est fait dans les établissements scolaires. Et il est important qu'il y ait vraiment une dynamique par rapport à ça dans les établissements scolaires, qu'il y ait ces réunions, qu'elles se mettent en place plusieurs fois dans l'année, qu'il y ait aussi ces réunions qui soient... qu'elle puisse aussi exister, même si elle existe, mais vraiment à l'échelle aussi départementale et après académique, pour qu'il y ait un regard vraiment de plus haut, qu'il y ait vraiment ces regards croisés. Je pense que ça c'est important, ce cadre-là, et il y a ce cadre qui existe, donc il faut vraiment en profiter et l'utiliser aussi.
Après, par rapport à moi, mes leviers, ce qui fonctionne, c'est qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent, qui existent, qui sont mises en place depuis des années, depuis de nombreuses années également. Et là, je vais prendre l'exemple d'un de mes établissements où je travaille, donc, je le disais tout à l'heure, depuis une quinzaine d'années. C'est un établissement, donc un collège, en éducation prioritaire, où tout l'établissement est porteur vraiment de cette dynamique. Et le service social donc, a pu s'inscrire pleinement dans l'axe central du projet de cet établissement qui est vraiment le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble, le bien vivre ensemble. Et on parlait des équipes ressources, mais quand je parle vraiment des acteurs là, qui s'investissent, c'est vraiment à tous les niveaux, même les équipes enseignantes. Et il est tout à fait régulier que même moi, je mène des actions avec un enseignant. Enfin voilà, c'est pas que AS, IDE, CPE, PsyEN, c'est vraiment au sens large. Et donc moi, j'interviens sur tous les niveaux de classe, du collège, de la 6e à la 3e. Donc il y a une grande visibilité de ma fonction par les élèves autour de différentes actions, donc bien sûr en lien avec la prévention par exemple des violences intrafamiliales qui me semble vraiment primordial aussi à mener dans les établissements, en lien avec le climat scolaire, le harcèlement scolaire, l'égalité entre les filles, les garçons, les stéréotypes de genre, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc tout ce travail d'équipe, c'est vraiment des volontaires, c'est un investissement parce qu'on ne compte pas les heures. On est souvent hors cadre aussi horaire et qui fait sans aucun doute vraiment toute la force de cet établissement. Et je pense qu'il y a vraiment une reconnaissance de cet établissement dans le département et peut-être à d'autres échelles, et vraiment pour la prise en charge en fait globale des élèves et bien évidemment de la prise en charge des élèves aussi à besoins particuliers. On a axé quand même un travail plus approfondi sur le niveau de classe des 5e, où chaque semaine, il y a quand même 1 heure de classe qui est dédiée au vivre ensemble, donc vraiment acté dans l'emploi du temps des élèves de 5e, où j'interviens, donc chaque semaine, avec l'infirmière, la CPE et un enseignant d'histoire-géographie, où là, on va être vraiment sur un aspect peut-être plus ludique, sur différentes thématiques, la coopération, s'aider dans le groupe classe, se connaître les autres, pas rester juste centré sur toi, apprécier, prendre en compte ses compétences, ses qualités. Donc là, il y a tout le côté travail, compétences psychosociales, bien sûr, l'empathie. Et puis, pour avoir évidemment comme objectif de pouvoir répondre, eux, les élèves, à toutes les difficultés, donc pouvoir répondre de manière adaptée aux difficultés qu'ils vont être amenés à rencontrer dans leur vie de collégiens, d'élèves, mais aussi dans leur vie future. Tout ce travail pluridisciplinaire, bien sûr, c'est un enrichissement professionnel et cela va aussi aider dans mon travail à mener vraiment un travail autour de la compréhension de mon rôle, de mes fonctions, de mes missions au sein de l'équipe, parce que quand on travaille une seule journée dans un établissement, on ne voit pas forcément, et même les enseignants, même s'ils entendent parler de l'assistante sociale, ils ne voient pas réellement ce qu'on fait, comment on mène notre accompagnement. Et puis ça va permettre aussi de rassurer les équipes sur le rôle de l'assistant de service social. Je pense qu'il y a besoin aussi de rassurer et de montrer la plus-value de l'accompagnement qui va pouvoir être proposé. Auprès des élèves, ça a une grande plus-value également parce qu'ils me connaissent, ils m'identifient et surtout comme un personnel vraiment ressource, mais surtout de proximité puisque je suis là, je suis présente et ils me voient. Cela facilite bien évidemment toute l'approche individuelle. Dans cet établissement, j'interviens sur plus de 40% d'accompagnement auprès des élèves du collège, donc 40% c'est quand même assez important, et où il y a plus de 16% des demandes qui sont vraiment à l'initiative, la première demande à l'initiative des élèves. Donc pareil, les élèves sont rassurés aussi sur notre rôle et l'accompagnement, et si je peux en effet axer et peut-être ouvrir, et je l'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui, c'est vrai que si on parle prévention, bien évidemment le rôle, la fonction et les compétences du service social en faveur des élèves a vraiment son intérêt sur le premier degré. Mais après, cette articulation, ce déploiement et ces actions à définir et à mettre en place, il va falloir y réfléchir et il va falloir vraiment être dans un investissement
un investissement, mais un investissement du coup sur la durée pour les années futures. Donc c'est sûr qu'il y a une question de budget, mais si on investit dans la durée, ça vaut peut-être le coup de l'investissement sur le long terme. Merci pour ces éléments. Et donc, je retiens vraiment l'importance de l'intégration au sens fort dans l'ensemble de l'équipe éducative et pédagogique pour que vos actions soient connues, reconnues et surtout que vous puissiez intervenir au plus près des élèves et qu'ils vous connaissent. Madame Bernard Bréat, en tant que médecin, quels sont pour vous les leviers prioritaires ? Alors, déjà, ce que je voudrais dire, parce que moi, vous avez bien compris que je voyais ceux qui étaient les plus complexes. Ce qui marche, c'est les soins. Donc, on a vu avec le docteur Notre-Dame que c'était compliqué, mais des soins avec un partenaire reconnu, j'insiste, parce que dans ces moments de difficulté d'accès à des spécialistes du soin psychique, on a tout. Donc, ce qui est important, c'est qu'un élève qui a besoin de soins soit suivi soit par un pédopsychiatre, soit par un CMP, soit par un psychologue clinicien. Et tout le reste, c'est pas des psys. Hein, même si c'est écrit thérapeute, même si c'est écrit, je suis désolée de le dire, mais c'est le cas. Et c'est pas un coach qui remplace un psy, etc. Donc c'est important qu'il y ait des soins réguliers, suivis, auxquels l'élève et la famille adhèrent. Parce que sans ça, toutes les mesures qu'on fait, ça ne marche pas. Vous pouvez faire tous les aménagements de scolarité que vous voulez, etc. S'il n'y a pas de soins, si la famille elle est seule avec un enfant qui ne va pas bien, ça ne marche pas. Donc la priorité, c'est les soins, pour moi. Et je vais être aussi encore un peu poil à gratter, parce que dans le monde adulte, quand on est malade, on a un arrêt de travail, on arrête de travailler. Quand on est un élève, on n'a pas le droit de l'arrêt de travail. Parce que l'école, elle continue. Donc on attend de vous que vous rattrapiez les cours, que vous récupériez les cours, que vous reveniez le plus vite possible, etc., etc. Donc en fait, c'est très compliqué d'être malade, et pas seulement psychiquement, mais encore plus quand on est malade psychique, quand on est un élève. C'est vrai que quand on a un cancer, les gens sont un peu plus compréhensifs. Hein, on accepte de reporter, etc. Quand on est en refus scolaire anxieux, non seulement vous ne pouvez pas aller à l'école, mais des fois, vous ne pouvez pas du tout. Moi, j'ai une élève, elle m'a dit un jour, rien que le mot cartable, je fais une crise d'angoisse. Donc, déjà, des fois, vous ne pouvez pas du tout travailler, même chez vous. Sauf qu'on a un système qui n'autorise pas ni le repos, ni le répit. On n'a pas de dispositif relais. Dans mon secteur, on est en train d'essayer de travailler à un dispositif. On a des classes relais pour des élèves décrocheurs. On n'a rien pour les élèves qui ont des problèmes de santé psychique. Donc, je le dis, dans mon secteur, j'ai un CMPEA avec des pédopsychiatres, enfin volontaires. On est en train d'essayer d'imaginer un dispositif qui permettrait du répit à des élèves, du temps, pour raccrocher un peu le scolaire. Parce que passer de rien à tout, ou même de passer de rien à un mi-temps, mais il faut rattraper l'autre mi-temps, parce que vous comprenez, il y a des évaluations, il faut avoir des notes, parce que sans notes, on n'a pas un bulletin rempli, parce que si on est en classe d'examen, je ne vous parle même pas, il faut en urgence faire des modalités d'examen, mais on ne peut même pas faire un étalement des sessions si on ne s'y prend pas longtemps à l'avance. Enfin, alors, voilà. Qui souffre de ça ? Tout le monde. Parce que l'élève, il se dit, lui, comment ça se fait que tous les autres, là, ils y arrivent et pas moi ? Je fais souffrir ma famille, parce que alors les parents, c'est l'angoisse totale. Et l'école, elle met sa pression parce que c'est un élève et puis qu'il faut que c'est un élève. Donc, on n'a pas cette réflexion sur... Je profite de cette tribune pour dire, nous, hein, on se fait une entorse de cheville, on est arrêté 2 mois, personne ne vous envoie le travail à la maison. Bon, je sais bien qu'à vos niveaux, vous travaillez peut-être quand même chez vous, mais ça n'empêche que personne n'attend de vous que vous travailliez chez vous. Eux, c'est bien pire que ça. C'est des fois 1000 fois pire, et pourtant, on ne peut pas s'empêcher qu'il faut quand même qu'ils continuent de travailler. Donc tout ça pour dire que la priorité, c'est les soins, qu'il y a aussi cette histoire des absences qu'il faut justifier
Alors ça, je ne vous en parle même pas, tous ceux qui sont en établissement, ils savent à quel point des médecins libéraux qui veulent bien justifier, mais au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol. Et je salue le travail merveilleux que les chefs d'établissement, CPE, tout font pour essayer de compenser, de pallier. Je salue aussi les libéraux qui s'y sont mis, les médecins généralistes qui nous appellent, qui font ce qu'ils peuvent, qui s'y sont mis. Hein. Les psychologues libéraux aussi, il faut le dire. On fait avec toutes les forces, mais malgré tout, il y a de la culpabilité, il y a du voilà. Alors ce qui marche quand même, il y a quand même des choses qui marchent. Oui. Désolée. On a l'alliance avec la famille, voilà, l'alliance avec la famille et l'élève, impératif. Je reprends les idées. L'équipe éducative, je l'ai dit, monsieur l'a dit. C'est pas assez utilisé dans le second degré. Dans le premier degré, c'est un outil merveilleux. C'est pas assez utilisé parce que dans le second degré, les élèves, ils y participent et on travaille avec eux à faire des aménagements. Ce qui marche, c'est les aménagements, bien sûr. Et je vais finir par dire les détails. Qu'est-ce qui marche? C'est les détails. Tous ceux qui sont ici, ils ont peut-être un jour eu une maladie grave ou en tous les cas une maladie angoissante. Tout le monde a côtoyé quelqu'un qui l'était. Qu'est-ce qui marche? C'est de dire à la personne un petit mot positif, une main sur l'épaule, respecter les absences, respecter le fait d'être absent, mais élève, mais appartenant à une communauté. Voilà. Il ne faut pas les oublier parce qu'ils ne sont pas là, mais il ne faut pas non plus leur mettre la pression parce qu'ils ne sont pas là. Merci pour votre enthousiasme à défendre vos actions. Je retiens évidemment l'équipe éducative, je retiens le rôle des partenaires, justement, pour qu'il y ait un soin, et puis peut-être l'attention qu'il nous faut avoir collectivement à l'élève et aux conditions peut-être d'aménagement de sa scolarité. À un moment donné, peut-être le regarder en tant qu'élève qui souffre, et donc tenir compte de cela. Alors, pour terminer, et en 2 minutes, je suis désolé, peut-être 2 niveaux de pilotage importants qu'on a peu abordés, enfin, notamment le premier, l'établissement, on l'a relativement peu abordé aujourd'hui. Voilà, quels sont pour vous, au niveau de l'établissement, les axes prioritaires en termes de pilotage, pardon. Alors en termes de pilotage et en tant que chef d'établissement, donc je suis amenée à être en contact avec les élèves, les équipes et les familles. Donc ce que je retiens et ce que je mets en place dans mon quotidien professionnel, c'est des temps d'échange réguliers avec les différents membres des équipes pour pouvoir effectivement travailler toutes les questions que l'on a déjà précédemment évoquées et sur lesquelles je ne vais pas revenir. Donc c'est formaliser à la fois des temps d'échange informels mais aussi formels. Comme on a dit, il y a la cellule de veille, il y a aussi les équipes éducatives. Et puis, il y a également 2 autres choses qui me paraissent importantes. Donc moi, je suis en poste en établissement qui est en éducation prioritaire. Donc je suis également amenée à participer au COPIL avec l'IEN et les directeurs et directrices des écoles dans ce cadre-là. Et donc c'est aussi porter cette question de la santé mentale des élèves dans le cadre de ce réseau d'établissements. Donc on est tête de réseau collège dans lequel je suis, avec 4 écoles élémentaires, et il y a 5 écoles maternelles. Et donc l'objectif, ce serait qu'on puisse agir sur la chaîne de façon beaucoup plus précoce que ce que l'on a déjà construit dans l'établissement. Et à mon sens, c'est aussi mon rôle de porter cette question-là au sein du COPIL du réseau. Et j'ajouterais également le fait de pouvoir se saisir pleinement du projet d'établissement dans le fait de porter ces questions-là. Et donc c'est ce que nous avons fait cette année. Nous avons porté la réécriture du projet d'établissement, et l'axe 2 est vraiment centré sur l'élève au sein de l'établissement, avec la notion de bien-être qui apparaît, et en sous-objectif la question des vulnérabilités notamment, puisque in fine mon objectif principal, c'est de faire en sorte que chaque élève réussisse à la mesure de ce qu'il est capable de faire à l'école. Voilà. Merci pour ces éléments. Ça a effectivement beaucoup plus de chances d'arriver et d'être porté par la dynamique du projet d'établissement, effectivement, plutôt que de rester comme ça un petit peu à côté éventuellement. Monsieur Tamen, au niveau du département, et fort de votre expérience notamment sur l'IAT dont on a parlé tout à l'heure, quels sont les éléments clés en termes de pilotage? Oui. Je vous remercie. Ce sera plutôt au niveau académique. Tout d'abord, premier point, il y aura 5 points. Premier point, créer autour du recteur une méthode avec tout d'abord une équipe volontariste,
une stratégie et une feuille de route, des indicateurs, une évaluation, bref, une méthodologie qui permettent de faire avancer pragmatiquement ce dossier très important. Deuxièmement, pour déployer cette stratégie académique, s'appuyer sur les logiques territoriales. 2 exemples. Premier exemple, les EPCI, les bassins de vie, qui comprennent un certain nombre de conventionnements, les conventions de santé, les conventions CTG de la CAF. Bref, on a aujourd'hui des articulations territoriales qui marchent, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et petite parenthèse, Patrice Durand, spécialiste des politiques publiques, dit que n'ayons pas peur de l'enchevêtrement des compétences. Si on est capable de bien coopérer, on en fait une force et on sert mieux le citoyen. Donc on fait un meilleur service public en travaillant avec d'autres partenaires qui ont des compétences assez proches de nous. Un autre petit exemple très territorialisé, il y a des bassins de vie très spécifiques, je pense à la montagne, je pense à l'insularité. Bref, la reconnaissance territoriale peut être un point d'appui pour le déploiement de la stratégie académique. 3e point, mobiliser l'accompagnement. Alors l'accompagnement des formateurs au niveau académique, des instances, on l'a déjà dit, des partenaires, avec un exemple. Dans l'académie, promotion santé et opère de la part de l'ARS et financé par l'ARS pour nous aider dans les cotères de l'académie ou même de la région académique. Donc cet appui des partenaires nous permet d'aller bien au-delà de nos propres forces éducation nationale, donc c'est un point d'appui important. On a eu également ce matin l'exemple de la ville de La Rochelle qui a créé des dispositifs tout à fait compatibles avec les programmes de l'éducation nationale. Donc, n'ayons pas peur des partenaires. Si c'est bien encadré et bien conventionné, on peut tout à fait avancer. Autre point important, la mobilisation de la communication académique qui va permettre de mettre en lumière, mettre en avant tous ces projets de santé mentale. Je pense que là aussi, on peut faire peut-être un peu plus et un peu mieux, notamment après ces assises. Et enfin, en conclusion, effectivement, chacun a un rôle à jouer à toutes les échelles. Je pense que ça a été dit par toutes et tous, du recteur qui donne le cap jusqu'à la classe. Bref, jouons en individuel et collectif et je pense qu'on pourra vraiment, de manière concrète et pragmatique, faire avancer ces questions de santé scolaire et de santé mentale. Très bien, merci pour ces éléments. Je retiens vraiment de tous vos témoignages et je vous en remercie 4 mots. Le rôle du collectif qui permet évidemment de mieux tirer parti des expertises de chacun, de chaque professionnel. Le rôle également des partenaires, vous avez donné plusieurs illustrations. Le rôle de la prévention également. Et puis enfin, tout cela peut marcher s'il y a un pilotage qui est adapté et qui est partagé entre tous les acteurs. Merci à tous pour vos témoignages et puis bonne suite. Merci à tous les intervenants. Alors, il devait y avoir des questions-réponses. Alors, c'était histoire de faire un petit peu de sport, parce que ça fait du bien aussi à la santé mentale. Je vous laisse vous réinstaller, merci beaucoup. Alors, il y a des micros qui circulent. On va prendre quelques questions courtes. Je vois une dame au milieu, en blanc. Pour les intervenants, merci beaucoup. Oui, merci aux intervenants. René Clarisse, enseignant-chercheur émérite en psychologie du développement et past président de la Société française de psychologie. Je voudrais juste revenir et peut-être clarifier, ou tout au moins qu'il n'y ait pas confusion ou méconnaissance. Je voudrais rappeler pour notre médecin intervenante que les psychologues appartiennent à une profession réglementée depuis 1985 et que la formation dispensée donne le titre de psychologue et pas le titre de psychologue clinicien. Il n'y a pas que de cliniciens, c'est très important de le souligner. Ce qui fait force, c'est justement la diversité des formations dispensées dans leur pratique et dans les méthodes utilisées. Donc, je voulais quand même rappeler cela parce que c'est important. Nous sommes une société qui a 120 ans, qui s'attache à développer la psychologie scientifique, et donc je voudrais bien qu'il n'y ait pas confusion, justement, sur le titre de psychologue. Merci de l'avoir entendu. Merci pour votre témoignage.
Oui, je voulais intervenir sur les protocoles. On a beaucoup parlé d'initiatives dans la mise en place de protocoles, appuyés ou non sur les propositions de la DGESCO. Et j'avoue que ça m'interroge à la fois sur l'impact que peut avoir l'utilisation par des personnels qui ne sont pas formés en psychologie de protocoles qui vont amener finalement à signaler des enfants, des familles, sans avoir pris le soin de replacer en fait les signes qui sont indiqués dans ces protocoles dans les différentes étapes du développement psychologique et social des enfants et des adolescents, qui est quand même la spécificité des psy-EN. Et la deuxième chose que je voudrais aussi souligner, c'est que du coup, en parlant beaucoup de protocoles, on parle beaucoup de repérage et de diagnostic. Or, justement, la particularité de nos équipes et des psychologues de l'éducation nationale dans l'institution scolaire, c'est de faire autre chose que du repérage. Bien sûr, ils en font quand c'est nécessaire, mais ils ont aussi tout un tas d'actions collectives, notamment en termes de prévention, avec les enseignants, justement. Ils ont la possibilité d'avoir une approche de l'adolescent ou de l'enfant de manière globale. Et on a parlé de levier tout à l'heure en début d'après-midi. Eh bien, justement, ils ont une approche globale qui leur permet de jouer sur ces différents leviers, c'est-à-dire le développement psychologique et social, la projection dans l'avenir pour les plus âgés et le travail avec les équipes. Et donc, attention à ne pas trop se focaliser sur du repérage et du diagnostic qui risquent d'avoir des résultats qui sont peut-être contre-productifs. Merci beaucoup pour cette remarque. On va prendre une question courte, s'il vous plaît, pour être bien dans notre timing. Merci. Bonjour, Samira Chour, infirmier scolaire. J'aurais deux questions, même si elles sont courtes. La première pour la collègue assistante sociale. Si vous travaillez dans plusieurs établissements, comme ma collègue assistante sociale, est-ce que vous avez mis en place aussi dans les autres établissements le suivi que vous avez mis en place ? Et pour la collègue infirmière, vous dites qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place en partenariat avec des hospitalisations. Est-ce que vous êtes au départ de la chose et comment vous avez fait pour le monter? Merci. Alors, je vous laisse peut-être répondre sur ces deux dernières questions rapidement. Alors moi, au niveau donc, du service social en faveur des élèves, en effet, on intervient sur plusieurs établissements. Il y a eu tout un projet, quand même, une réflexion de service aussi pour réviser, essayer d'harmoniser les secteurs. Et moi, j'ai eu la possibilité cette année d'avoir un secteur avec 2 établissements scolaires, ce qui est génial déjà. Je pense que très sincèrement, les assistants de service social, 2 établissements sur nos secteurs, ce serait déjà très bien et ce serait déjà une grande avancée. Et donc dans l'autre établissement scolaire, alors j'en ai un qui est en éducation prioritaire, donc il y a quand même des besoins aussi spécifiques. Mais pour l'autre établissement, oui, je participe aussi activement. Après, à une échelle plus restreinte, parce que j'y suis une journée par semaine. Mais par exemple, aussi dans les actions co, c'est vrai que là, c'était vraiment dans une vision des élèves, là, de la prévention des élèves. Mais c'est vrai que dans l'autre établissement, j'ai aussi fait des propositions plus à destination des professionnels. Vu qu'ils me voient moins, vu que je suis moins présente au quotidien et dans leur classe pour les actions collectives, du coup, et il y a une demande aussi à ce niveau-là, ça va être intéressant aussi pour notre service d'intervenir dans le cadre peut-être, pas de formation, ce n'est pas des formations, mais d'actions de sensibilisation, donner aussi des éléments de compréhension ou de redéfinir le protocole qui est mis en place par exemple dans l'établissement, dans un département, notamment dans le cadre par exemple de la protection de l'enfance. Voilà. Sur le partenariat que vous avez mis en place ? Alors sur le partenariat par rapport à l'hôpital pour adolescents, ça a été créé pour répondre à un manque en fait au niveau du territoire. C'est un rayonnement départemental comme la maison des adolescents. Toute infirmière scolaire du département travaille avec eux et même les équipes éducatives.
Et en 2 mots, peut-être pour répondre à la remarque concernant à la fois la prévention, je crois que la prévention, vous en avez tous parlé, effectivement, et c'est une action tout à fait essentielle. Vous avez raison, madame, de le rappeler. Et sur le protocole, qu'il n'y ait pas de méprise, quand on parle de protocole, on est vraiment sur un protocole qui vise finalement à s'organiser collectivement sur comment on répond à une situation éventuellement, non pas à traiter la situation en elle-même à titre individuel. C'est vraiment un protocole collectif qui vise à comment on s'organise du repérage jusqu'à la prise en charge. Donc ce n'est pas un protocole de traitement en tant que tel de la situation de l'élève à titre individuel en tous les cas. Voilà. Merci à tous. Merci à tous les intervenants pour ce regard croisé qui est très riche. Merci aussi pour vos questions. S'il y en a d'autres, il faudra les poser à la pause. Alors, on va accueillir des élus, des lycéens. Alors, je vous invite à accueillir Émilie Robard-Montandon-Varoda, qui est élue au Conseil national de la vie lycéenne à Nantes, ainsi qu'Yacine Clément, qui est élue au CNVL de Rennes. Alors, chaque élève va intervenir sur son analyse sur le sujet de la santé mentale, avec des exemples d'action. Je vous remercie. C'est parfait. Mesdames, Messieurs, au XVIe siècle, l'éducation humaniste s'est imposée face à la scolastique. On a alors commencé à concevoir l'école, non plus simplement comme un lieu de savoir, mais comme un espace d'émancipation, où l'on forme des citoyens dotés d'esprit critique. Ce tournant a marqué l'histoire de notre école. Il disait déjà que l'on ne peut enseigner sans s'adresser à l'être humain dans toute sa complexité. Pourtant, malgré les bouleversements immenses qu'ont traversé nos sociétés depuis, l'école ne s'est pas véritablement réinventée. Elle continue, souvent, à reposer sur des structures rigides, sur une norme unique et sur une difficulté persistante à comprendre les réalités émotionnelles et sociales des élèves. Aujourd'hui, nous faisons face à un problème structurel. La santé mentale des jeunes se dégrade profondément et durablement. Selon le rapport de 2022 d'Enclass, un quart des lycéens ont déjà envisagé de mettre fin à leur jour et 13% sont passés à l'acte. Ces chiffres sont vertigineux. Et derrière eux, ce sont des centaines de milliers de vies suspendues à l'indifférence collective. Ce malaise n'est pas un phénomène isolé, ni le fruit du seul monde extérieur. Il trouve aussi ses racines dans un système scolaire qui, trop souvent, exige sans écouter, trie sans comprendre, sanctionne sans expliquer. Une école où l'on attend des élèves qui savent à tout, tout le temps, sans jamais fléchir. Or, comment apprendre sereinement quand on peine déjà à tenir debout? Comment se projeter quand l'école elle-même, censée protéger, devient un lieu de tension, de solitude, d'humiliation? Des initiatives ont vu le jour, et elles témoignent d'une volonté d'agir. Des adultes dans l'établissement s'engagent, innovent, soutiennent, mais les réponses restent trop inégales, trop fragiles, souvent dépendantes de la bonne volonté locale. Et elles peinent à s'ancrer dans une vision d'ensemble, à transformer durablement les pratiques et les logiques. Et ce que nous appelons aujourd'hui crise de la santé mentale n'est peut-être, en vérité, que le symptôme d'un décalage plus large, celui entre ce que vivent les jeunes et ce que l'institution est prête à entendre. Face à cette crise de la santé mentale, la première des choses, c'est d'écouter et de reconnaître ces difficultés. Beaucoup d'élèves vivent des situations de souffrance invisibles, et lorsqu'ils essayent d'en parler, ils se heurtent souvent à l'incompréhension, à la méconnaissance, ou pire, au mépris. Pour illustrer mon propos, je citerai un camarade qui m'a lancé un jour « Tu vas finir sous un pont », avec pour seul prétexte que je faisais du refus scolaire anxieux. Ce genre de phrase, ça reste. Pas seulement à cause de sa violence, mais parce qu'elle montre à quel point la souffrance des élèves peut être ignorée, moquée, niée, mais également qu'elle n'est pas comprise. La gestion de la souffrance passe aussi par renforcer les moyens hospitaliers et médicaux. Il n'est pas acceptable qu'un jeune, par manque de place, doit attendre des mois pour un simple rendez-vous ou qu'il soit envoyé non pas par choix mais par nécessité dans des unités d'hospitalisation réservées aux adultes. Ce que j'ai vu dans ces services n'est pas fait pour les mineurs. Les cris la nuit, la tension permanente, la peur. On ne devrait pas exposer un adolescent déjà fragile à ce type de violence, uniquement par manque de moyens. Il y a aussi un besoin fondamental de formation pour les adultes de l'école. Trop souvent, les enseignants, les CPE, les AED se retrouvent seuls face à des situations trop lourdes. Il ne manque pas de bonne volonté, mais de formation, de temps, de moyens et d'écoute. Parfois,
Ils n'ont même pas les mots pour nommer ce qu'ils voient. Enfin, il y a une nécessité pour les élèves, c'est de ne pas être réduits à leurs notes, d'être reconnus dans toutes leurs subtilités, leurs émotions, leur vulnérabilité, mais aussi leurs forces. Parce qu'on ne peut apprendre sereinement quand on se sent menacé dans son intégrité psychique. Alors, que faire face à ce constat? Il ne s'agit pas simplement de réagir à une crise passagère. Ce que les élèves traversent n'est pas un accident du système, c'est un symptôme de ses fondations. C'est donc bien à ce niveau qu'il faut agir. Le changement doit être structurel, profond, assumé. D'abord, il faut repenser la manière dont on enseigne. L'école doit pouvoir transmettre sans écraser, évaluer sans humilier, exiger sans ignorer. Cela passe par une pédagogie bienveillante, qui reconnaît les parcours, les fragilités, les différences, sans les considérer comme des anomalies. Il faut sortir d'une logique de compétition permanente et redonner de la valeur à la coopération, à l'effort, à l'engagement. Mais cette transformation ne peut se faire sans les personnels éducatifs, qui sont en première ligne. Il est indispensable de les former aux enjeux de la santé mentale, repérer les signes de mal-être, accueillir la parole, réagir avec discernement. Aujourd'hui, trop d'enseignants de CPE, d'AED sont seuls démunis face à des situations complexes. Leur donner les outils, c'est leur permettre de jouer pleinement leur rôle sans s'épuiser. À côté de cela, il faut créer un espace régulier, structuré dans l'emploi du temps des élèves, pour parler de santé mentale, d'estime de soi, de bienveillance. Des séances sur le modèle d'Evaras où on apprend à se connaître, à comprendre ses émotions, à exprimer ses limites, à l'image du modèle canadien. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il faut également revoir en profondeur le PAI, qui pourrait être une vraie solution et non pas un simple dossier. Un outil de protection pensé avec l'élève et la famille. Trop souvent, il reste théorique, mal compris, mal appliqué. Il doit devenir un levier d'inclusion, souple, accessible et suivi. Dans cette logique, les CPE doivent être mieux formés dans la mise en place de cet outil et mieux soutenus. Enfin, et c'est fondamental, l'État doit investir massivement dans la pédopsychiatrie. Il est inacceptable qu'un adolescent en crise doive attendre des semaines pour être pris en charge ou s'orienter vers un service adulte. À titre d'exemple, en Loire-Atlantique, on compte seulement 14 lits de pédopsychiatrie, dont 7 seulement ouverts en continu, pour une population de plus d'1,5 million d'habitants. Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour dénoncer. C'est parce que nous croyons encore que l'école peut changer, que l'institution peut évoluer, que vous, ici présents, avez le pouvoir d'agir, et donc la responsabilité de le faire. Nous avons choisi de parler, de proposer, de faire confiance. À vous, maintenant, de choisir ce que vous en ferez. Soit laisser les chiffres s'aggraver, les élèves sombrer et les équipes s'épuiser. Soit faire de la santé mentale un pilier de l'école de la République. Ce que je vous confie ici, je ne le fais pas à la légère. Je choisis de vous faire confiance, et cette confiance, elle vaut bien plus que ma seule voix. Elle engage toutes celles et ceux que nous représentons aujourd'hui. Tous les jeunes qui, pour beaucoup, n'ont ni micro, ni tribune, ni même l'énergie de demander de l'aide. Prenez vos responsabilités et ne nous décevez pas. Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas en tant qu'expert, mais en tant que jeune, témoin et parfois victime d'un système scolaire qui, au lieu de protéger, peut blesser. Quand on parle d'école, on devrait parler d'un lieu d'apprentissage, de développement, d'ouverture. Mais pour beaucoup de jeunes, l'école est un lieu de stress, de pression, de harcèlement et un lieu de silence. Derrière les chiffres que vous connaissez, il y a des visages, des histoires, des blessures et parfois des drames. Ce que je vais vous dire n'est pas un constat froid, c'est une réalité vécue chaque jour dans les collèges et lycées de notre pays. Je suis ici pour vous demander d'écouter, de comprendre et surtout d'agir. Le harcèlement à l'école est une réalité brutale dans nos établissements. Chaque jour, des milliers d'élèves subissent des violences psychologiques, physiques ou verbales. Derrière chaque pourcentage, il y a un élève qui a peur de se rendre en cours, qui se sent seul, jugé ou même en danger. Une stat de l'enquête harcèlement 2023 dit que 6% des collégiens et 4% des lycéens se déclarent victimes de harcèlement scolaire. Exemple de moqueries ou d'insultes, rumeurs, bousculades volontaires. Il y a plusieurs types d'harcèlement. Je vais vous en dire plusieurs. Le harcèlement raciste reste largement sous-estimé, alors qu'il est profondément enraciné dans le quotidien de nombreux élèves. Selon le ministère de l'Éducation nationale,
3630 actes racistes et antisémites ont été recensés dans les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées compris. Au cours de l'année 2023-2024, soit une hausse de 186% par rapport à l'année précédente, les actes antisémites ont été multipliés par plus de 4, passant de 400 à 1670. Et les actes racistes ont plus que doublé, de 870 à 1960. Mariam Sissoko Konaté, lycéenne en terminale, raconte « On m'a dit, j'aime pas les bébés noirs, ils sont moches et sentent mauvais. » Mélissande Poujol, lycéenne, témoigne « Je suis juive, on m'a dit quand on a étudié la Seconde Guerre mondiale, tu ne veux pas aller prendre une douche, haha, en préconisant que c'était une blague. » Il y a aussi le harcèlement homophobe, qui frappe durement les élèves qui ne rentrent pas dans les normes de genre ou d'orientation sexuelle. Attendu, pour beaucoup, révéler son identité ou simplement être perçu comme différent suffit à devenir une cible. Selon une stat de l'Éducation nationale, les insultes homophobes sont partie des plus fréquentes dans les établissements scolaires. Timothée Ménard, lycéen au lycée Pierre Mendès France à Rennes, dit « Quand je passe dans les couloirs, j'entends que je me fais insulter de PD ou de baka, mais j'ignore et je continue mon chemin. » Il y a aussi le harcèlement sexiste, qui touche majoritairement les filles, victimes de remarques déplacées, de regards insistants, de gestes non consentis, parfois même d'agressions graves, et ce, dès le collège. Une stat raconte que 53% des jeunes femmes âgées de 13 à 25 ans déclarent avoir été confrontées à des formes de sexisme à l'école. Et 33% rapportent avoir été victimes de cyberharcèlement ou de violences en raison de leur genre dans le cadre scolaire selon Le Point. Marion Bizel dit « Au lycée, si tu as le malheur qu'il fasse chaud, tu portes une jupe, tu marches tranquillement et on te fait des remarques, t'insulte et te juge. » Il y a aussi le harcèlement lié à l'handicap. Les élèves en situation de handicap qui présentent des troubles de l'apprentissage sont souvent stigmatisés, isolés, moqués par leur différence qui devient un prétexte à l'exclusion, et leurs besoins spécifiques qui sont trop rarement pris en compte. Beaucoup d'élèves en situation de handicap vivent leur scolarité dans un climat d'incompréhension, voire de rejet. Une stat de Le Monde raconte que les discriminations liées aux handicaps représentent le principal motif de plainte en France, avec 21% de cas recensés par les défenseurs des droits. AESH de l'Académie de Rennes témoigne « Je suis dépassée, on n'arrive plus à suivre ». Une élue au CVL de Pierre Mendès France raconte « Le PAP est compliqué à avoir et est bâclé par certains profs ». Il y a enfin le cyberharcèlement. Souvent invisible aux yeux des adultes, prolonge des violences en dehors des murs de l'école. Les réseaux sociaux deviennent donc des lieux de moquerie, d'humiliation publique, de menaces ou de diffusion de contenus intimes, sans consentement. Un collégien sur 5 ou un lycéen sur 10 ont été victimes d'au moins un acte de cyberharcèlement, de façon répétée. Un témoignage d'une camarade de classe dit « J'ai reçu des menaces de mort, insultes, que je devais me suicider. Cela m'a fait avoir une phobie scolaire, j'ai redoublé, fait une TCA, eu des pensées noires, j'ai commencé le tabac pour m'apaiser et j'ai dû changer de lycée. » Tout cela s'ajoute à la pression scolaire, qui pèse sur l'ensemble des élèves, et plus encore sur ceux qui subissent déjà d'autres formes de violence. À force de viser l'excellence et la performance constante, on oublie l'essentiel, l'équilibre mental des jeunes. Le stress lié aux notes, aux examens, à la peur de l'échec devient envahissant. Trop de jeunes développent de l'anxiété, des troubles du sommeil, voire des symptômes dépressifs. L'anxiété de performance, comme on l'appelle, toute l'anxiété qui est liée aux situations d'évaluation, affecte environ 25 à 40% des étudiants. Elle se manifeste par du stress, la peur de l'échec et peut entraîner une baisse significative des performances scolaires. Des troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi qu'une détresse émotionnelle. Cette anxiété est exacerbée par la pression parentale, la charge de travail scolaire et la comparaison avec les pairs. Une camarade de classe dit « En hiver, on va en cours, il fait nuit, on rentre de cours, il fait nuit encore. » Une version maintenant internationale, avec une correspondante allemande, dit « Je ne sais pas comment vous faites, vous allez en cours toute la journée, vous rentrez, vous devez faire vos devoirs, manger, puis vous coucher directement. » Face à l'ampleur des violences, discriminations et détresse vécues par de nombreux collégiens et lycéens, il est urgent d'agir. Les chiffres seuls ne suffisent plus. Il faut repenser nos politiques éducatives et de santé à l'école, avec des mesures concrètes, accessibles et pensées avec les jeunes. Par exemple, on pourrait rendre la protection menstruelle en libre service, faire de la prévention et des interventions contre les violences sexistes et sexuelles et l'homophobie,
Former obligatoirement et renforcer la formation de tous les personnels scolaires avec des modules spécifiques sur les violences sexistes, racistes, homophobes ou liées à l'handicap. On pourrait désigner des référents harcèlement dans chaque établissement, clairement identifiés, formés et joignables par les élèves. On pourrait faire des campagnes de prévention continue avec des outils modernes, vidéos, réseaux sociaux, théâtre, forums, podcasts, réalisés avec et pour les jeunes. On pourrait aussi s'inspirer du Royaume-Uni, qui, il n'y a pas longtemps, ont sorti une série télévisée sur Netflix s'appelant Adolescence. Le Premier ministre anglais a d'ailleurs parlé de ça et a exprimé son soutien à la diffusion de cette série dans les écoles secondaires du pays. Il a déclaré que la série met en lumière de manière intense une combinaison de problèmes auxquels de nombreuses personnes ne savent pas comment répondre et a salué l'initiative de Netflix de rendre la série disponible gratuitement pour les établissements scolaires via une plateforme de film. Il y a aussi la députée Agnès Midley qui a proposé sa diffusion au Parlement et dans les écoles pour lutter contre la misogynie et les violences faites aux femmes. Cette proposition a été relayée par le Premier ministre, soulignant l'importance de sensibiliser les jeunes en danger des influences en ligne toxiques. Pour la santé mentale, on voit qu'aujourd'hui, il y a environ un psychologue pour 1600 élèves, ce qui n'est pas forcément assez, et il faudrait donc en former plus. Il faudrait également séparer les psys avec l'orientation, pour plus que ça forme qu'une seule personne qui s'occupe des deux, mais deux personnes qui s'occupent chacune de chaque filière. Il faudra créer un réseau d'ambassadeurs de la santé mentale, formés au sein même des classes pour sensibiliser, détecter les signaux faibles et orienter ces ambassadeurs pour être encadrés par les psy-EN et des associations partenaires. Changer le système de notation dans certaines matières, comme au collège, l'art ou le sport, passer d'une évaluation technique à une évaluation sur la participation, l'engagement, la progression. Cela redonnerait confiance à des élèves souvent mis à l'écart. Il faudrait également développer le tutorat entre élèves, les groupes d'entraide et les moments d'écoute collective dans les classes. Et pour les élèves en situation de handicap, former plus d'AESH et mettre plus amplement l'accès au matériel numérique dont ils ont besoin. Pour conclure, mesdames et messieurs, ce que nous demandons n'est ni un luxe, ni un caprice de jeunesse, c'est une exigence de dignité. Chaque élève a le droit d'étudier sans peur, d'exister sans honte et de grandir sans être brisé par la pression ou les discriminations. Nous avons les outils, les données et surtout nous avons l'obligation morale d'agir. Il ne suffit plus de réagir au drame, il faut prévenir, protéger, écouter et transformer pour que les établissements scolaires ne soient plus des lieux de souffrance, mais les premiers espaces de justice, de respect et d'émancipation. Merci pour votre attention. Merci pour vos engagements, merci pour vos témoignages qui sont précieux. Alors on va pouvoir faire une courte pause, très courte. Vous savez que le point d'orgue de la journée, c'est quand même la restitution des concertations et consultations. Donc je vous invite vraiment à être de retour à 16h45 maximum, s'il vous plaît.